Est-ce que c'est facile de travailler en couple? Quand tu suis une formation et que la personne qui a fait le loom ou la vidéo explique tout plein de choses mais que l'interface n'est pas la même, tu t'y retrouves pas, c'est très compliqué. Ça m'a fait un petit déclic et je me suis dit ah oui d'accord, en fait on peut faire les choses bien et on n'est pas obligé de choisir un produit tout pourri et le revendre 3 fois plus cher. Quand tu portes un projet e-commerce, il faut forcément avoir une zone de génie qui est quand même importante dans le business. Derrière, tu peux déléguer certains trucs sur lesquels tu n'es vraiment pas à l'aise. Est-ce que c'est un produit que vous avez amélioré ou alors c'est un produit qui a été totalement pensé de A à Z? Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode d'Hors des Clous. Aujourd'hui on a le plaisir d'avoir Ben et Alex qui sont e-commerçants, donc un couple e-commerçant. C'est la première fois qu'on reçoit un couple d'e-commerçants qui sont également clients d'Incubox, donc ça fait plaisir de recevoir des gens en fait avec qui on travaille depuis déjà un an et demi peut-être, je sais plus à peu près. Non, un an et demi je pense. Un an et demi et on s'était jamais vu. Non, c'est la première fois. Parce que vous êtes dans le sud, vous êtes à Marseille, c'est ça du coup? C'est ça. Ouais. Ok. Je vais commencer par une question. J'aimerais savoir, et je te pose la question à toi aussi Hugo, Super. d'ailleurs. Super. Rapproche-toi du micro, Hugo. Quel est le pire conseil qu'on vous a donné pour votre business? Elle est difficile cette question. Il y en a tellement. Est-ce que c'est un conseil qu'on nous a donné, qu'on a mis en application? Pas forcément, ça peut être un proche qui vous a donné un conseil, ça peut être quelqu'un qui a voulu vous dissuader en disant mais non, mais fais pas comme ça, fais comme ça, ou plutôt. Est-ce qu'il y a quelque chose Moi j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit qui n'est pas un mauvais conseil, mais qui est un conseil qui ne nous allait pas. On suit une formation auprès d'Américains et l'un d'entre eux nous a dit il faut absolument que vous ouvriez une quinzaine de shops, que vous testiez un maximum de produits, alors que notre démarche est totalement l'inverse. Nous, on veut développer une grosse marque, rester concentré et ne pas s'éparpiller. Pour moi, c'est celui-ci, je m'en souviens, c'est le premier qui a popé. C'est vrai. Non, sinon, nos proches, ils sont assez supportifs avec nous, donc on n'a pas eu de mauvais conseils. C'est important parce que c'est vrai que c'est pas toujours le cas d'ailleurs. D'avoir des proches qui supportent le projet entrepreneurial qu'on peut avoir. Surtout quand on est en couple, où là, tu as vraiment les deux personnes qui sont dans le même bateau, quoi, quelque part. Et toi, Hugo? Au niveau pire conseil, c'est vrai que j'en ai pas un comme ça qui me vient, mais il y a assez régulièrement quand même des gens qui ont pas vu ton business de près ou de loin, qui sont plutôt dans l'intimité de ton business et qui vont avoir des recommandations, qui vont essayer de te dire bah ouais, tu devrais plutôt faire ci comme ça, alors qu'ils connaissent rien au truc. Je sais que j'ai des amis qui sont pas du tout dans ce milieu-là, qui vont avoir des recommandations alors qu'ils savent même pas ce que c'est que l'acquisition et quelles sont les règles de nos canaux d'acquisition, et qui vont avoir un regard un peu naïf sur oh mais moi j'aurais pas mis ce produit de cette manière-là, etc. Et moi non plus. Mais c'est quand on le met en relation avec les autres outils qu'on utilise, en fait ça fait sens de faire ça comme ça. Et donc des conseils un peu neutres qui prennent pas en considération le fait que c'est un business qui est complexe avec différents enjeux. Et je sais pas, un truc un petit peu à la con aussi, mais on va avoir, sans dire la thématique, j'ai une boutique avec des produits qui peuvent être assimilés à des armes. C'est de la décoration et c'est du cosplay plutôt. Mais justement, ça se vendrait mieux si on disait que c'était des armes. Enfin, que ça serait en tout cas aiguisé, que ça fonctionne. Et j'avais un ami qui me dit mais pourquoi tu mets pas effectivement que c'est une réplique authentique qui peut servir. Oui, mais parce qu'en fait mes fournisseurs de paiement ils me suivent plus quoi. Si jamais je mets les vrais termes, mes fournisseurs de paiement ils me disent non, on peut pas vous laisser vendre ça. Donc nous on doit dire que c'est de la décoration, même si c'est moins marketing que ce que ça pourrait être si on expliquait. C'est difficile pour vous, je viens d'imaginer ce que je vends du coup parce que là, c'est un peu flou, mais non, on peut se faire une petite idée. De notre côté, notre famille ne nous a jamais mal conseillé, ni même on s'est jamais tenté à conseiller quoi que ce soit. Et nos amis posent parfois quelques questions, mais un peu de loin. J'ai l'impression qu'ils n'osent pas vraiment rentrer dans le sujet. Ou ça les intéresse pas, mais... Moi, si, je pense, j'ai des amis que ça intéresse, mais qui sont très... qui ont une certaine pudeur et qui ne posent pas beaucoup de questions, alors que j'y répondrai volontiers, mais qui du coup ne donnent pas de conseils et donnent pas de pires conseils non plus. Oui. Vous n'avez pas d'amis qui sont eux-mêmes entrepreneurs en fait? Pas du tout. Non, et pour être tout à fait honnête, c'est la première fois là vraiment qu'on rencontre physiquement des personnes qui font du e-commerce. Ah oui, c'est que ça devient sérieux. C'est le moment où justement le business commence à être suffisamment important pour que ça devienne important d'aller réseauter. J'ai passé la porte, j'ai vu Romain qu'on a eu en visio et en téléphone, je me suis dit
là, on vient de faire un step au-dessus. Ensuite, on a parlé de Thaïlande. Je me suis dit, Ça, c'est encore je pense que tout va s'accélérer un petit peu. Donc, ouais. Bon, on va en parler tout à l'heure. J'avais pas prévu cette question, mais c'est assez intéressant quand même. Peut-être, ou sauf si vous voulez pas en parler. Moi, j'en parle volontiers. Oui. Ok, Oui. très bien. Donc, Alors écoutez, on va commencer peut-être par les présentations après cette petite question d'introduction. Savoir un peu déjà qui vous êtes, Ben et Alex. Et alors, rapidement, parce que c'est vrai que j'ai pas non plus vous faire remonter jusqu'au collège, alors l'école primaire. Qu'est-ce que tu aimais faire, Quelle mention Alex en brevet alors? Exactement. Non, mais déjà, c'est qui vous êtes et surtout comment vous est venue l'envie de créer cette entreprise ensemble, en couple, parce que ça veut dire déjà que tous les deux, vous étiez raccord sur cette envie, en fait, entrepreneuriale. Et, On a des trucs à dire. là, et qu'est-ce que vous avez fait l'histoire avant est aussi, rapidement aussi? Ok. Alors, moi, c'est Ben. J'ai 34 ans cette année. Moi, c'est Alex, j'ai 29 ans cette année. Et ça fait pratiquement 10 ans qu'on est ensemble. Oui. C'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. On a déjà été photographe et vidéaste, auto-entrepreneur, mais on bossait sur les mêmes projets. Donc on sait que ça marche. Et puis, comment est-ce qu'on en est venu au e-commerce? Ça a commencé par moi. Et comme pour beaucoup de personnes, je pense, en cherchant sur YouTube comment changer de vie concrètement. Enfin, même histoire. Ouais, bah oui, c'est ça. On est coincé dans son quotidien. On sait qu'on peut faire mieux. On sait que ça existe. Donc on finit par poser des questions sur YouTube. Et c'est là que je suis tombé sur le e-commerce et le business model du dropshipping. Donc j'ai commencé à me renseigner seul de mon côté. Et toi, tu as mis beaucoup de temps à comprendre. Moi, j'étais complètement sympa. réfractaire à cette idée. Ben, toi, t'étais... Je faisais partie de ces gens qui pensent que le dropshipping, c'est de l'escroquerie et je voulais pas en entendre parler. Moi, j'ai pas compris quand tu m'as dit j'aimerais commencer à faire du e-commerce, à faire ça. J'étais tout de suite... T'as changé. Ah oui, j'ai complètement changé d'avis. Et du coup, j'ai commencé d'abord seul avec mon frère et un ami de notre côté, mais de manière très peu sérieuse. On se voyait qu'une fois par semaine. Les réunions débordaient souvent sur une partie de FIFA. Donc forcément, on n'est pas allé très Les meilleurs loin. brainstorming. Ouais. Donc ça n'a pas duré très longtemps. Et puis un jour, donc le dropshipping est très lié à AliExpress au début, surtout pour la recherche de produits. Et donc c'est un peu ça qui te bloquait aussi, c'est les produits qu'on pouvait trouver sur AliExpress. Est-ce qu'ils sont de bonne qualité? Est-ce qu'on va pas vendre autre chose que du plastique un peu pourri à nos clients? C'était pas le but. Et donc un jour, on va chez ton père, et ton père est très client d'AliExpress. Ouais. Il achète plein de trucs. Et là, il a changé d'interrupteur. Et je lui dis, c'est super beau tes interrupteurs tactiles. Et il me dit, ah oui, bah, j'en ai acheté sur AliExpress, c'était pas très cher. Et là, je dis, bon. Et j'ai ce petit déclic de, ah d'accord, donc en fait, il y a des trucs un peu cool sur AliExpress qui sont de qualité. Le produit, c'est des interrupteurs en verre tactile qui s'éclairent quand on appuie dessus. Et franchement, très qualitatif. Et il nous a même dit que certains fournisseurs en France se fournissaient sur AliExpress pour vendre les mêmes interrupteurs. Oui, voilà, c'est ça. Un collègue à lui qui il a dit, oui, bah moi, on les achète, ça ne devait pas être sur AliExpress même, mais on les achète à des fournisseurs chinois, effectivement, on les revend, etc., 3 fois plus. Et là, je me dis, ah oui, d'accord, je sais pas, j'avais vraiment je comprenais pas le système, quoi. Du commerce De manière générale. Hein. Et là, ça m'a fait un petit déclic et je me suis dit, ah oui, d'accord, en fait, on peut faire les choses bien et on n'est pas obligé de choisir un produit tout pourri et le revendre 3 fois plus cher sans même parfois le livrer au client, quoi. C'est pas ça le but, quoi. On bipera, mais moi, ça a été l'un de mes déclics, c'est quand j'ai capté que eux avaient un catalogue AliExpress, quoi. Ah ouais. La boutique, c'est que des produits AliExpress. Ah ouais, c'est pas surprenant. Même les produits en magasin, en fait, c'est du branding sur des produits AliExpress. Okay. Tout est rebrandé de manière assez basique, en vérité. Le produit, c'est le même, c'est simplement petit stickers AliExpress, la boîte, terminé. Ah ouais. Donc, et puis il y a d'autres stations balnéaires, les petits marchés nocturnes. Ah oui, mais bien sûr. Moi, c'est toute mon enfance. Et je fais, ah, mais en fait, ils font tous. Quand j'ai vu mes produits, en fait, sur certains de ces centres, j'ai fait, ah bah oui, même logique, dans en les fait. foires, Ouais, en c'est fait. cohérent. Dans les foires, bah ouais, c'est ça. C'est juste que c'est pas du dropshipping, mais c'est l'import de marchandises. Le même système. Et effectivement, dès que j'ai réalisé ça, effectivement, un peu comme toi, c'est ah ok. En fait, c'est juste du commerce et ça se fait partout, quoi. C'est déjà là, quoi. Ça, on fait rien de mal. Moi, j'avais un peu ce truc de j'ai pas envie de faire quelque chose de pas bien. Et là, oui, j'ai pris conscience et donc j'ai commencé à m'intéresser
à ce dont il m'avait parlé 1 an et demi auparavant, même. Oui, c'est ça. Ouais, c'était en fin 2019 et puis nous on s'est lancé en 2021. Donc à ce moment-là, après être allé chez son père, j'ai senti qu'il y avait une faille. Je me suis jeté dans la brèche. J'ai dit, là, il faut pas que je lâche l'affaire. Un PowerPoint. Alors, je t'explique. Parce que pour la petite anecdote, ça fait pratiquement 10 ans qu'on est ensemble, on s'est jamais disputé, sauf sur ce sujet-là, pardon. C'était notre plus grosse dispute, rien de grave, hein, c'était vraiment une discussion très animée sous la douche, avec toi qui comprenais pas et moi qui étais persuadé que c'est l'avenir, l'avenir. Donc 1 an et demi plus tard, quand j'ai senti que tu étais moins réfractaire, je me dis mais non, mais faut qu'on se penche dessus parce que ça peut être intéressant de lancer un truc à deux, quoi. On en a les capacités, donc et surtout que effectivement, du coup, vu ce que sans dire ce que c'est, vu le projet que vous portez, en fait, vous avez trouvé un super équilibre. C'est e-commerce, mais honnêtement, quand dans cette thématique-là, on est loin du dropshipping vulgaire, dégueulasse qui s'est fait pendant longtemps. Enfin, au contraire, vous avez une position. On veut s'en éloigner le plus possible. Ouais, et c'est réussi. E-commerce, toujours avec une partie en dropshipping, mais avec du sens. Oui, c'est ce ça. qui et des valeurs, nous importe le plus. Ouais. Qui nous ressemblent. Mais vous n'avez pas commencé par ce projet-là, vous avez commencé par vendre des bricoles avant, ou pour vous faire la main, j'entends. Oui, exactement. Nous, on a fait le choix de toujours prendre des coachings, parce qu'on s'est dit qu'on gagnerait beaucoup de temps. Alors certes, ça coûte un peu cher selon le coaching choisi, mais ça a énormément de valeur. Plutôt que de galérer 6 mois, je préfère lâcher un gros billet et être accompagné. Après, il faut trouver les bonnes personnes. Donc nous, on avait acheté une formation, celle de Lucas Biver. D'accord, ouais. Si on peut citer son nom. Il sera content, lui. Enfin, ça dépend ce que vous dites après, en fait. Non, c'est très complet. Oui. Lucas, en fait, avait pris le temps de me répondre sur Instagram. Donc, Lucas ou un setter? Parce que moi, il me répond tous sur Instagram. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai eu l'illusion de parler à Lucas sur Instagram. Et cette proximité a fait que on a choisi cette formation-là plutôt qu'une autre. Oui. Et Lucas proposait des coachings. Donc, je pensais faire un coaching avec Lucas, mais quand on a choisi de se lancer, il nous a dit OK, alors ce sera Google Ads et ce sera avec Yas Fox. On peut le citer, on peut le mettre en lumière. Yasser est exceptionnel, c'est vraiment quelqu'un de super. Si on lui pose des questions aujourd'hui, il nous répondra encore. On s'est écrit il y a quelques semaines et pourtant on ne bosse plus avec Yas depuis 2021, décembre 2021. Et donc Yas est spécialisé dans Google Ads, donc naturellement on s'est dirigé vers Google Ads. Donc la recherche de produits est un petit peu différente que lorsqu'on fait du Facebook Ads. Il faut chercher des produits dont les mots-clés sont recherchés, tendance ou pas, mais il y a plein de techniques. Et donc on a commencé par vendre des produits de beauté pour femmes, d'abord sur Google Ads. On a fait nos armes dessus. On a eu des résultats assez rapidement. Dans les 3-4 premiers mois à partir de la première vente. Avant ça, il y a eu 6 mois de galère, de blocage sur Google, des heures au téléphone. Je me souviens d'être assis sur la terrasse chez ma grand-mère, de rappeler Google, la personne qui ne me croit pas, qui est persuadée que j'ai 4 comptes Google, que je me suis bloqué 3 fois, très suspicieuse, alors qu'en fait, vraiment, juste on butait, quoi. Et donc, on a fait du Google Ads pendant plus d'1 an, avant de tomber sur l'interview d'une autre personne, par Yomi cette fois. On ne citera pas la personne qui a été interviewée. On a pris un coaching avec cette personne et le coaching s'est pas très bien passé parce qu'il était très jeune, moins impliqué que Yas. Alors évidemment, on n'a pas bossé aussi vite qu'il aurait fallu le faire, je pense, pour répondre aux exigences du coaching. Mais bref, en gros, on n'est pas allé au bout. C'était Snapchat. C'était aussi de la beauté pour femmes, mais un autre produit cette fois-ci. Là, c'était plus compliqué parce qu'il fallait faire des créas vidéo, ce qu'on ne faisait pas sur Google, et vendre des produits de beauté en axant le message sur le physique des femmes. On peut vite se faire ban certaines publicités. Donc, pareil, clair, bien sûr. Sans même vraiment comprendre ce qu'on faisait de mal. En vrai, on n'a jamais vraiment compris, d'ailleurs. Ouais, je sais plus. C'était il y a tellement longtemps que je sais plus pourquoi non plus, mais c'est un peu arbitraire de toute manière. C'est un robot généralement. Ouais, on a rarement une personne qui les review manuellement, donc c'était très fatigant de voir ces pubs sauter. Au bout d'une semaine, 2 semaines. Ça tourne et puis ça saute, ou parfois on les upload et ça saute le lendemain. Donc on a malgré tout persisté avec ce produit parce qu'on était persuadé qu'il fallait insister alors qu'on aurait dû couper beaucoup plus tôt. On a tout tenté pour ce produit. Ah oui, on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire, quoi. On réinvestissait en fait ce qu'on gagnait avec le premier produit sur Google dans ce second produit sur Snapchat. Pourquoi ? Parce qu'on
le problème, enfin c'est pas un problème, mais la limite de Facebook, c'est que comme on est limité par le nombre de recherches, c'est compliqué de scaler une fois qu'on atteint un plafond. De Google De Google, ouais. Ah, j'ai dit de Facebook, de Google. Donc on voulait une plateforme sur laquelle on pouvait toucher plus de monde. Oui. Donc Snapchat ou Facebook. Et Facebook, j'avais pas hâte de retester le truc, puisque c'est la plateforme par laquelle j'avais commencé en 2019 avec mon frère et mon pote. Qui t'avait traumatisé à l'époque. Exactement. C'était déjà l'interface vraiment pas accueillante. Et puis c'était vraiment pas facile quoi. Quand tu débutes et que t'as pas de budget, se lancer sur Facebook, je dis pas qu'on peut pas le faire, hein, mais Facebook c'est un millefeuille géant. Ouais. Même encore à l'heure actuelle, pour passer d'une page à l'autre, on a tout mis en favori tellement c'est compliqué. Ah ouais, pour naviguer dans le Business Manager. En plus, ils font dans les 2 dernières années, ils ont fait beaucoup de mises à jour. Et selon qui tu es, enfin quel compte tu utilises, tu n'as pas la même interface. Moi, je me rappelle avoir fait des tutos qui montrent alors tu vas là, tu vas là, tu vas là. Exactement. Et la personne a fait une partage d'écran, pas la même interface. Je suis en mode là j'ai pas. Mais en fait, parce que lui, son compte est passé en version bêta de test de la nouvelle interface. Et pendant 2 ans, ça a été ça. Il y avait 3 interfaces différentes qui se superposaient. Alors pour guider quelqu'un, quel enfer. C'est très compliqué. Tu pouvais rien faire. Et pareil, quand tu suis une formation et que la personne qui a fait le Loom ou la vidéo t'explique tout plein de choses, mais que l'interface n'est pas la même, tu t'y retrouves pas. C'est sûr. C'est très compliqué. Mais du coup, après Snapchat, on a repris un autre coaching avec des Américains, on peut le citer aussi, je pense. Oh oui. Oui, donc avec Alex Fedotov, qui est un Ukrainien qui vit à Miami, qui est très très bon dans le domaine, et qui du coup proposait d'abord un premier coaching qui s'appelle ISS pour des personnes très avancées, et qui avait teasé son nouveau programme, plus axé débutant, ce qui était notre cas à l'époque. Et donc quand il a ouvert les portes de ce programme-là, on a décidé de s'inscrire aussi. Donc on a suivi ce programme-là très longtemps, et tout de suite, la tendance a été est-ce que vous mettez votre premier produit sur Facebook, puisqu'il a un potentiel, il y a déjà du background, il y a un branding, etc. Ou est-ce qu'on fait complètement autre chose? Et nous, comme on n'était pas alignés avec les valeurs que prônaient nos 2 premiers produits, on préférait changer. Donc on a refait de la recherche produit. On a ensuite démarré sur Facebook avec ce produit-là. Et depuis, on n'a pas bougé. Ça fait plus d'1 an qu'on est sur Facebook Ads avec notre produit actuel. Ça fait partie de la question 2. Alors justement, qu'est-ce qui vous a inspiré finalement à partir sur ce domaine, puisque on peut le dire, donc on est sur le domaine de l'enfance, de produits éducatifs au sens large. On ne va pas évidemment préciser, mais qu'est-ce qui vous a fait dire que c'était justement un domaine, un secteur d'activité qui était approprié et de tout miser là-dessus? Nous, comment l'expliquer, on a toujours voulu aider les gens de manière générale, et ce produit-là répondait à beaucoup d'attentes, et surtout ce produit a du sens. Enfin, notre produit et notre niche a beaucoup de sens. On aide les enfants, on aide les générations futures à se développer. C'est compliqué sans aller trop dans le détail. Bien sûr, c'est toujours évident. Un exercice délicat. Mais quand on a trouvé ce produit-là, qu'on a très vite amélioré, on a tout de suite senti que c'était ce qu'il fallait qu'on fasse. Et je pense que, comme on en a parlé en off juste avant, la première grosse différence, ça a été les commentaires sous les vidéos. Donc les commentaires sous les vidéos de produits pour beauté, ça peut être très bien, mais on peut avoir beaucoup de remarques négatives. Voilà, là, on a eu beaucoup de commentaires positifs dès le début. Donc, on a vraiment vu une différence entre le produit de beauté et ce produit-là. C'était le jour et la nuit. Ah oui, vraiment. Donc ça nous a mis un petit peu la puce à l'oreille. On s'est dit, ok, on tient quelque chose. Le produit est loin d'être parfait. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rapproché de Romain et d'Incubox pour développer notre propre produit sur la base du produit qu'on avait trouvé. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on en est venu à notre niche. Du coup, ça fait 1 an et demi que vous êtes focus sur cette thématique-là. Et donc vous n'êtes plus dans une démarche où vous cherchez des nouveaux produits, c'est vraiment de la focalisation sur une thématique. Ouais, ça va même bientôt faire 2 ans puisqu'on a commencé en février 2023. Donc, c'est vrai, ça fait déjà bientôt 2 ans, effectivement. Vous en vivez vous faites que ça comme activité aujourd'hui? Vous vivez du e-commerce et de votre marque? Ou alors c'est pas encore on fait que ça, mais on n'en vit pas. C'est-à-dire qu'on ne se verse pas de salaire. On réinvestit absolument tout ce qu'on gagne dans la production, dans les créatives.
dans le prochain produit, Ouais, dans le design du prochain produit. Et c'est un message important parce qu'effectivement, nous on essaie un peu d'expliquer effectivement à quel point ça peut être long d'installer une marque e-commerce sur un marché, qu'effectivement en fait c'est pas aussi beau que certains vendeurs de formation veulent le faire croire sur le t'es millionnaire en 3 mois, etc. Et nous on le voit, enfin Romain encore plus parce qu'il y a tous les e-commerçants de France dans ses clients, dans son portefeuille. J'aimerais bien. Mais en fait c'est beaucoup plus long, laborieux et souvent il y a du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires on peut le partager, etc. C'est impressionnant. Mais derrière, pour se rémunérer, en fait, il y a tellement de coûts que c'est plus long que ça. Exactement. Et effectivement, on peut avoir 2 ans, 3 ans avec un business qui a une bonne santé, qui a une croissance, qui est prometteur, et pour autant avoir des fondeurs qui n'arrivent pas à se payer, alors qu'après, d'autres personnes qui sont dans l'équipe, qui vont avoir en gestion le SAV, etc., ont un salaire par rapport à cette activité. Mais les porteurs de projets, en fait, souvent, prennent du temps avant de pouvoir se rémunérer. Ce qu'il faut effectivement, comme vous l'avez dit, réinvestir pour maintenir la croissance, quoi. C'est ça. Je pense que ça correspond pas à notre façon de voir les choses, mais on sait faire de la recherche de produits, on sait faire des créatives, on sait gérer quelques campagnes sur Facebook. On pourrait former quelqu'un pour que cette personne fasse de la recherche de produits, de la création de sites, en continu, pour lancer des machines à fric. Voilà. Et peut-être qu'on aurait gagné beaucoup plus d'argent, peut-être qu'aujourd'hui on se paierait, mais c'est vraiment pas ce qu'on a envie de faire. On veut se concentrer sur une seule marque. Et je parle pas de produit, mais bien de marque, parce qu'on veut développer une marque j'ai plus le mot, une marque d'autorité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on se paie pas. On a délégué le SAV, donc voilà, c'est des personnes qu'on paie indirectement. La logistique, c'est plus compliqué de la faire soi-même, mais c'est quelque chose qu'on a délégué aussi. Donc on préfère investir tout ce qu'on gagne dans le développement de notre marque aujourd'hui plutôt que de se payer. On a la chance de pouvoir vivre sans se payer. Donc on en profite. On a hâte de se verser un salaire quand même un jour. Ah oui, c'est chouette, les salaires. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est une petite fiche de paye de temps en temps. Je dis pas non. Mais voilà, on arrive à... C'est long, parce qu'on fait ça depuis 2021, donc ça va bientôt faire... ça fait déjà plus de 3 ans. Donc c'est très long, mais on est patient et on sait que ça paiera un jour. Et puis c'est pas le but. De toute façon, le but c'est vraiment de développer notre marque, de rendre service, d'aider les enfants et ensuite de se payer. Pour souligner encore plus à quel point c'est important, est-ce que vous pouvez partager du chiffre d'affaires ? Enfin, on est sur quelle échelle de chiffre d'affaires ? Qu'est-ce que t'en dis ? Oui, bon, on peut dire le chiffre d'affaires de l'année dernière. Oui, voilà, l'année dernière. De toute façon, l'année n'est pas finie. Donc. L'année dernière, on a fait 408 000 € de chiffre d'affaires. Ça, c'est une data qui est importante. Donc, on peut faire 400 000 € de chiffre d'affaires et pas se payer. Ouais, c'est pour déconstruire vraiment un mythe qui assure. D'ailleurs, toutes les communications de vendeurs de formation, c'est des screens Shopify. Oui. Avec jamais d'explications, de détails. Alors, moins ça. Et pourtant, effectivement, on peut être sur ce type d'échelle et pas se payer. En commençant de zéro en février, du coup, c'est ça ? Oui. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu aussi cette période de lancement, évidemment, où il n'y a pas très peu d'argent qui rentre en réalité. Donc, je trouve que c'est pas mal en réalité ce chiffre d'affaires, même si évidemment, vous n'en tirez pas encore de salaire pour aujourd'hui, mais je trouve que c'est déjà un bon indice de rentabilité future et de succès futur, quoi. Et c'est vrai que c'est facile de parler de chiffre d'affaires. Donc, quand on voyait des vidéos, oui, lui, il a fait tant, t'as tout de suite l'impression qu'il est millionnaire, mais en fait, pas du tout. C'est facile de faire du chiffre d'affaires en fait. Il suffit de mettre de l'argent dans Facebook et il te fait des ventes. Ah mais grave. Tu as un super chiffre Shopify, mais derrière tu sais pas combien tu as investi dans Facebook, tu sais pas tout ce qu'il y a à côté. Et donc faire du chiffre d'affaires, oui, c'est facile. Et surtout quand on voit que le chiffre d'affaires, là on peut vraiment encore plus mentir. Quand on voit un peu le taux de conversion et le nombre de visiteurs, on peut vite faire des produits en croix et avec les coûts d'acquisition, on peut même savoir combien la personne a dépensé sur Facebook. Donc on peut très vite faire des calculs et démasquer les imposteurs. C'est ça. Mais oui. Mais ça dépend aussi vraiment de votre situation, de l'endroit où vous êtes. Enfin, où la société est située, ça change, ça peut changer mais vraiment énormément la situation. Pour un même chiffre d'affaires, une personne qui vit en France, qui est un bon citoyen, qui paye ses impôts avec sa société, etc., et une autre personne qui vit à Dubaï, qui vit dans un paradis fiscal ou qui vit simplement dans un endroit en fait où l'imposition, même si on pense à l'Europe de l'Est, si on prend l'Estonie où l'imposition sur société est à 15% par exemple, ou l'imposition sur dividendes, la flat tax qui remonte ici à 35% bientôt, elle est toujours à 15 là-bas, ça change absolument tout en fait, dans la rentabilité personnelle qu'on peut tirer de ce type de business, quoi. Donc, ça touche directement la trésorerie de la société et donc exactement. le salaire. Exactement.
Et c'était quoi ça fait partie d'une question justement, quels étaient les principaux défis auxquels vous avez fait face en lançant cette activité? Je dirais que ça en fait partie, le fait de ne pas pouvoir, au jour d'aujourd'hui encore, vraiment vous verser un salaire. Mais alors j'ai une question du coup toute bête, mais que peuvent peut-être se poser les gens derrière l'écran, mais comment vous faites pour vivre malgré tout, puisque vous payez son loyer, il faut manger, comment ça se passe à ce niveau-là? Vous faites encore des extras sur le côté de missions Alors, on a la chance de ne pas payer de loyer. D'accord. Donc, sans rentrer dans les détails, aujourd'hui, c'est une grosse dépense qu'on n'a pas à sortir de notre poche, qu'on n'a pas à sortir tout court, d'ailleurs, personne ne la sort à notre place. Ça nous aide beaucoup. Et jusqu'à la fin du mois d'août, je livrais des pizzas 2 à 3 soirs par semaine. J'ai fait ça pendant 1 an. Tu connais bien, toi. Moi, je connais bien. Tu connais bien ça, il a fait ça, Hugo. J'ai fait des Deliveroo pendant 1 an et demi. Ah oui. Moi, j'ai été coursier pendant très longtemps, mais bien avant le e-commerce. Mais même l'année dernière, les finances étant un peu justes, si tu veux vivre un minimum sans rester enfermé chez toi et éventuellement aller voir des amis à Bordeaux l'été, c'est plus simple avec quelques rentrées supplémentaires. Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai livré des pizzas. J'ai arrêté à la fin du mois d'août parce que là, c'est le moment de l'année où il faut vraiment travailler le plus. C'est là où il y a le pognon qui arrive quand même. Voilà. On entre dans un tunnel, il faut rester très concentré jusqu'à la fin du mois de janvier-février même. Donc j'ai arrêté, mais on a la chance de ne pas payer de loyer. On a la chance d'avoir quelques rentrées d'argent. Mais concrètement, aujourd'hui, on fait quand même pas grand-chose, à part travailler. Non, oui. Moi, je livre pas de pizza et je vis d'amour et d'eau fraîche. Parce que toi, à la limite, j'ai déjà vu ton Instagram, tu as une qualité de photos de dingue. Franchement, mais je te montrerai ça, Hugo, parce que tu l'as pas vu, mais j'étais sur le cul de dire, waouh, le talent qu'elle a. Et je me dis, c'est dommage en fait que tu n'exploites peut-être pas ça aussi sur le côté. Il n'y a pas des missions, des shootings que tu pourrais facturer Alors, si, mais c'est très compliqué de réussir à réunir le fait de faire ce qu'on fait et à côté et t'impliquer là-dedans. Chercher des clients, les prendre en photo, trier les photos, retoucher les photos. Ça prend beaucoup de temps. Parce que les photos que tu as vues, c'est des grosses retouches. Oui, c'est énormément de travail, je sais. C'est très long à faire. Et j'adore ça, c'était ma passion. J'ai hâte, j'espère qu'un jour je le referai, mais pour le plaisir. Mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver des clients, de faire tout ça en parallèle de ce qu'on fait actuellement, quoi. C'est quel type de photos? Ça peut être des photos pour des e-commerçants ou pas? Parce que c'est le moment, sinon. Si jamais tu peux c'est faire justement trouver des clients. Non, c'était des photos beauté, mode. Des portraits, déjà parlé. Des portraits principalement. Et oui, avant ça, j'aurais adoré être photographe pour des magazines, des trucs comme ça, mais bon, c'est encore autre chose, quoi. Donc, mais clairement, c'est ta zone de génie, c'est sur Photoshop au moment de retoucher les visages de tes modèles. Et du coup, tu le retrouves un petit peu quand tu fais la mise en page de nos pages produits. Moi, je suis 100% créa. D'ailleurs, c'est pour ça que j'adore ce qu'on fait et le produit et la marque qu'on crée, parce que ça me permet de pouvoir être très créative, de m'exprimer un peu comme quand je faisais de la photo, quoi. Mais quitte à se décentrer un petit peu pour gagner un petit peu d'argent pour vivre plutôt que de faire de la photo, ce qui est très chronophage, autant ouvrir un autre site e-commerce. Je pense qu'on aurait plus vite fait de passer du temps à chercher un produit, lancer des publicités et essayer de trouver des produits tendance plutôt que de faire de la photo. C'est pas un message, hein. Moi j'aimerais que tu puisses faire de la photo toutes les semaines, tous les jours. Mais c'est vrai que j'aurais aimé, mais ça prend beaucoup de temps. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une question que je crois que je t'avais déjà posée, parce que nous, on le voit bien, même parmi nos clients, il y a souvent des gens qui n'ont pas les compétences, qui ne savent pas faire, c'est normal, à la limite, c'est un métier. Et en e-commerce, c'est souvent des besoins, que ce soit pour des pack shoots de produits, tu me dis que tu faisais pas, ou alors pour des photos mannequins avec des produits portés, par exemple, quel que soit, ça peut être des lunettes, ça peut être, je sais pas rien, des caleçons, peu importe. Et je trouvais ça intéressant, effectivement, parce que je sais qu'il y a une demande, tu vois. Mais je sais aussi que oui, c'est énormément de temps et que du coup, tu bascules sur une autre activité qui fait que, évidemment, tu pénalises l'activité principale, quoi. Tout à fait. C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir ce côté très créatif et on sait se servir de InDesign, Illustrator, Photoshop. Final Cut. Oui, voilà, tout ça nous aide vraiment. Enfin, si on ne savait pas faire tout ça, ceux qui ne savent pas faire ça, je ne sais pas où ils vont. Honnêtement, pour les photos produits, faire... ils délèguent et ça coûte de l'argent. C'est ça, c'est qu'il faut forcément, quand tu portes un projet e-commerce, il faut forcément avoir une zone de génie qui est quand même importante dans le business. Derrière, tu peux déléguer certains trucs sur lesquels tu n'es vraiment pas à l'aise.
Mais moi, c'est l'impression que j'ai, c'est que du coup, vous êtes très complémentaires sur vos compétences. Et souvent, dans les équipes, c'est super important. Moi, je vois beaucoup de gens entre 20 et 22 ans qui sortent d'école de commerce ou qui sont en école de commerce et ils sont super copains. Mais ils ont les mêmes compétences et ils veulent faire du business ensemble. En fait, ils veulent se lancer en e-commerce et le premier truc qu'on leur dit généralement, c'est les gars, c'est cool, vous avez la déter, mais là, vous êtes le même profil. Quoi. Ouais. Votre association, factuellement, elle ne sert pas trop à grand chose. Vous marchez dessus, vous faites la même chose. Exactement. Et idéalement, effectivement, il faut un créatif, il faut quelqu'un qui va être OK avec les pubs, il faut quelqu'un qui va être OK avec le site. Enfin, il y a plein de corps de métier. On est très complémentaires. Je pense que notre passé de photographe et vidéaste nous a beaucoup aidé pour concrètement les photos produits et la mise en page de nos sites. Il y a beaucoup de choses qu'on a dû apprendre à côté, mais concrètement, oui, on se répartit plutôt bien le travail. Alexandra, c'est la créa, c'est les images, c'est les couleurs. Moi, je suis plutôt le rat de laboratoire derrière l'ordinateur à regarder Facebook Ads. Alors, paradoxalement, je m'occupe des créas vidéo, mais on a dit qu'on allait peut-être changer. C'est vrai que le média buyer a toujours un regard sur les créas vidéo. Enfin, oui, c'est important. Oui, parce que toi, tu sais ce qui marche moins bien. Oui, comme j'ai le retour de ce qu'on a lancé, oui. Et je m'occupe, quand on n'a pas de stagiaire monteur, du montage aussi des vidéos. Donc, plutôt complémentaire. Et ça, c'est une chance, on est complémentaires dans la vie et au travail. Et ça, c'est super important. Sur le côté, moi, je suis une grande stressée. Et lui, pas du tout. Enfin, beaucoup moins que moi. Ah oui, moi... Et donc, il arrive à me canaliser quand on doit payer des trucs. Au début, quand on a commencé à devoir payer l'IOSS, maman. Quand j'ai pleuré en voyant la déclaration, je me dit non mais ça va aller. Maintenant dès qu'il y a un peu une somme comme ça qui nous sort occupe-toi-en. Voilà, je me dis ça va aller. Ne me dis même pas le chiffre. C'est ça. Tu veux pleurer un coup, je fais non ça y est, c'est bon. J'ai l'habitude maintenant. Mais c'est vrai que oui, moi je suis très stressée pour un peu rien et toi t'arrives un peu à me canaliser, me dis non mais ça va, vois le bon côté des choses. Ça veut dire qu'on avance et qu'on progresse. Mais du coup, on trouve un équilibre comme ça, puisque moi, je suis vraiment pas stressé, parfois sur des trucs importants qui devraient m'inquiéter un peu plus, et toi, beaucoup plus. L'exemple parfait, on peut en parler, c'est de notre palette de produits qui arrive en France dans un entrepôt. Oui, attendez. Ça fait partie d'une question qu'on va aborder après, parce que c'est vraiment pas de bol. T'es pas au courant, toi, Hugo, on va en parler après. Okay. Alors justement, ça faisait partie d'une question, mais finalement, vous avez déjà plus ou moins répondu. C'était, ce qui m'intéressait, puisque c'est la première fois qu'on a un couple qui travaillent ensemble en e-commerce. Et c'est pas si fréquent. En général, c'est l'un ou l'autre, mais rarement les deux. Et donc justement, est-ce que c'est facile de travailler en couple ? Je voulais, dans cette même question, vous demander comment vous gérez la répartition des rôles, mais on a déjà répondu à ça finalement à l'instant. Mais est-ce que c'est facile de travailler en couple ? Vous me disiez tout à l'heure, il y avait très peu de disputes, finalement, quasiment pas. Bon, déjà, ça c'est une chance, parce que ça pourrait occasionner justement des disputes, même si ça en a occasionné apparemment au tout début sur... le lancement de l'activité et sur le fait de partir là-dedans. Avant de lancer l'activité, depuis qu'on travaille ensemble, on ne s'est jamais disputé. Non. Après, on n'est pas... De manière générale, dans notre vie personnelle, on ne se dispute pas. On communique beaucoup. Et du coup, pour répondre à la question, moi, je peux te dire... Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile ? Est-ce que c'est facile de travailler en couple ? Pour moi, oui. Oui, moi aussi. Je vais ajouter un petit non, parce qu'il y a évidemment des côtés négatifs, mais qui sont tellement minimes comparés à ce qu'on peut faire à deux. Déjà, on se connaît très bien, puisque ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Donc, il n'y a pas de langue de bois quand il faut se parler. Parfois, le ton peut monter parce qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses, mais c'est l'histoire de 5 minutes, et puis on finit par trouver... c'est très peu. C'est même pas une dispute, quoi. Pour répondre mieux à la question, oui, c'est facile. Parce qu'on sait qu'on est sur la même longueur d'onde, la même dynamique. On a les mêmes envies, aussi bien au niveau du développement de la marque que ce qu'on veut faire de notre vie perso ensemble. Donc, il n'y a pas de divergence à ces sujets-là. Après, il y a quelques inconvénients, évidemment. C'est qu'on bosse sur le même bureau côte à côte. Donc, parfois, on a envie d'avoir un peu plus d'espace. Moi, souvent. Mais c'est juste un coude qui touche un autre. C'est rien de grave. Et par contre, oui, on travaille tous les jours, même sans être sur l'ordinateur, le dimanche soir sous la douche. Et au fait, on n'avait pas pensé à ça. Donc, oui, on travaille. Ça prend de la place. Voilà. C'est vrai. Puis moi, dès que j'ai une idée, je me réveille avec une idée, j'ai envie d'en parler. Je sais que c'est pas du tout son moment, mais moi, je trépigne d'impatience de lui dire j'ai ça comme idée. Donc, j'attends qu'il ait mangé, pris son petit déjeuner, fait son sport, etc. Avant de dire c'est bon, ça a été prêt, je peux... Mais oui, du coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup de travail, quoi. Il n'y a pas de temps mort. Est-ce que c'est pas aussi
des fois pesant, c'est-à-dire que des fois, justement, ça laisse moins de place à la vie personnelle de couple, c'est-à-dire même dans les discussions, on parle que de ça, on parle que de boulot du matin au soir, finalement, est-ce que c'est pas pesant, ça? Ou au contraire, est-ce que c'est motivant? Est-ce que c'est un moteur pour le couple aussi, tu vois? Si, je pense que parfois on déconnecte complètement de l'ordinateur en se faisant une petite soirée à deux, mais on finit souvent par discuter de ce qu'on pourrait lancer comme projet, de comment on pourrait améliorer telle ou telle chose côté business. Et du coup, pour le coup, c'est vrai peut-être qu'on ne développe pas assez notre couple, mais beaucoup trop le côté travail. C'est vrai. Pour le coup, c'est un truc dont on n'a même jamais mis le doigt dessus. Oui, c'est vrai. Donc, merci. On est aussi, psy On ce soir. On va discuter ce soir. Et justement, alors c'est une question là je prends la casquette un peu du Romain plus traditionnaliste, mais de couple. Mais enfin bon, vous êtes aussi à un âge où le sujet des enfants peut arriver un peu sur le tapis. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre en compte? Est-ce que vous avez déjà prévu ça? Est-ce que déjà c'est une envie? Alors c'est peut-être un peu indiscret, mais c'est simplement le savoir. Est-ce que vous intégrez déjà ça, une vie à 3 ou une vie à 4, aussi dans le travail ou pas du tout? Non. Oui, non. Bon. Je sais pas où on pourrait mettre un enfant, à vrai dire, ou même s'en occuper, le temps de... Non, c'est pas le moment. C'est pas du tout un sujet pour le moment. Non. D'accord. Bon, déjà, notre enfant, c'est notre société. Ouais, c'est ça, ok. C'est déjà beaucoup de responsabilité. De responsabilité, donc un humain à gérer, j'avoue que là, c'est chaud. C'est compliqué. En fait, comment vous le percevez du coup? Parce que vu que vous êtes toujours sur... ça prend beaucoup de place. Est-ce que c'est pas plus proche de la passion commune, le business, plutôt qu'un travail commun? Parce qu'effectivement, si on en parle le dimanche, si on en parle sous la douche, etc., c'est que c'est juste une passion, une activité que vous vivez à deux et que ça vous fait kiffer. Donc finalement, c'est même pas, vous n'êtes pas collègues, vous êtes passionnés par le même truc et il s'avère que c'est un truc en commun c'est du business. Mais finalement, ça se rapproche peut-être plus de la passion que du boulot. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas si j'emploierais le mot passion parce que je peux comparer avec ma vraie passion qui est le vélo. C'est pas la même chose. Par contre, c'est quelque chose qu'on savait inconsciemment qu'on allait faire tous les deux, puisque déjà, bien avant, toi, tu avais des images de toi... tu t'es déjà projeté quand tu étais ado comme chef d'entreprise. Oui. C'était très précis. C'est vrai que moi, je voulais être à mon compte dans tous les cas. J'avais pas envie de travailler en salarié quelque part. C'était pas ma vision de la vie, quoi. Donc, mais moi, j'aime beaucoup ce que tu m'as toujours dit. Je me suis toujours vu en tailleur avec une petite mallette là, à marcher dans un bureau. Je sais pas ce que je faisais, mais en fait, tu passais juste un entretien. Non, mais ça, tu m'en as parlé très tôt et c'est une image que tu as eue bien avant qu'on se rencontre. Et moi, j'ai le souvenir de moi. Aujourd'hui, je vis à Marseille. J'ai pratiquement toujours vécu à Marseille, mais j'ai vécu 2 ans à Paris. Je faisais un taf vraiment pas intéressant. Je faisais la téléprospection en banlieue parisienne. Et j'ai trop grave. On a le même parcours. Il des pizzas, il a fait la téléprospection. C'est vrai. J'ai fait aussi. Incroyable. C'est fou. Tu vois, c'est encourageant. C'est le parcours qui emmène au e-commerce, c'est ça. Faites livrer des pizzas, faites de la téléprospection, puis après, normalement, vous devenez e-commerçant. En fait, je pense que de cette manière, on sait ce qu'on ne veut plus faire. C'est pas faux. Moi, clairement, je ne veux plus passer mon temps au téléphone. Et j'ai des souvenirs de moi face à l'ordinateur avec mes collègues de travail qui téléphonent toute la journée, à imaginer à quoi pourrait ressembler ma vie avec beaucoup plus d'argent. Et j'avais des images très précises. Donc j'ai toujours su, sans me dire c'est quelque chose que je vais vraiment faire, que je ferais quelque chose de moins commun que 99% des gens. Alors attention, c'est pas une critique, parce que il y a des journées où j'aimerais bien avoir un taf CDI avec un petit salaire. Mais voilà, on a toujours su qu'on ferait quelque chose de différent. Aujourd'hui, on peut même plus dire différent parce qu'on rencontre des entrepreneurs, donc on est moins différent des personnes qu'on côtoie, mais voilà, on sort un petit peu du lot sans vouloir être péjoratif. Puis effectivement, la plupart des gens n'ont pas la patience que là vous avez de travailler autant, aussi longtemps sur un truc qui pour l'instant n'est pas rémunérateur à proprement parler, en tout cas dans vos poches à vous. Et la plupart des gens abandonnent avant, et c'est dommage pour eux, mais effectivement, du coup, c'est tout à votre honneur. Moi, je marche beaucoup aux phrases fortes, aux citations, et il y en a une qui dit que si tu n'abandonnes pas, tu finiras par réussir. Ça, on l'entend dans toutes les formations. Et je me dis, ok,
le mec qui la prononce est déjà bien avancé, et il a un gros niveau, il est là où je voudrais être. Donc s'il le dit, c'est que c'est pas pour rien. Enfin, en tout cas, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et c'est pour ça que j'aime pas non plus me mettre des deadlines. Et si dans 2 ans ça marche pas, est-ce que t'arrêtes ? Bah non. S'il faut que ça décolle quand j'ai 50 ans, ça décollera quand j'aurai 50 ans. C'est un peu long, mais... Ouais. Plus tant que ça, hein, c'est dans 15 ans. Moi, je vais quand même nuancer un peu cette phrase parce que c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec ça. Si tu n'abandonnes pas, tu vas réussir. Mais il faut pas non plus s'entêter. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, sans vouloir abandonner, c'est-à-dire qu'il faut quand même être capable de switcher d'un projet à un autre en se disant... Oui. Alors, faut pas non plus s'éparpiller. C'est toujours pareil, c'est un équilibre en fait, la vie. C'est-à-dire que dans l'absolu, tu n'abandonnes pas, tu réussiras. Mais il faut pas s'entêter dans une voie en disant je vais vendre ce produit, ce projet va marcher. Il ne marche pas. Au bout d'un moment, si tu as tout fait, si tu as vraiment l'impression d'avoir tout balayé et que ça ne fonctionne toujours pas, c'est cette capacité, moi je trouve justement, être entrepreneur, à rebondir sur autre chose, à dire ok, c'est pas grave, j'ai toujours le même objectif de ne pas abandonner, on est d'accord, mais j'ai la capacité d'aller voir ailleurs, entre guillemets. C'est ça, et on ne lâchera jamais le projet principal, c'est ça. Le e-commerce, développer notre marque, mais effectivement au chemin on a testé des produits qui n'ont pas marché, qu'on a peut-être testé trop longtemps, qu'on aurait dû lâcher avant, donc on abandonne ce produit-là, mais on n'abandonne pas l'idée générale. Exactement. Alors j'avais une question, mais bon finalement je vais la passer, puisque c'était quand vous vous engueulez, arrivez-vous à faire la part des choses sur les impératifs du boulot, mais quand vous ne vous engueulez pas... Non, parfois on n'est pas d'accord sur plein de choses. Oui, on n'est pas d'accord. On essaie de hiérarchiser l'importance des tâches et l'urgence des tâches. Et donc on se met rapidement d'accord et on avance sur le plus important et le plus urgent en premier. Quoi. Oui, on essaie de ne pas perdre de temps sur des disputes un peu nulles. Ouais, un peu. Ou même peu sur, futile, sur des trucs qui servent à rien. Quoi. Oui, c'est clair. Alors vous avez créé une vraie marque, voilà, avec des produits. Donc là, on a fait un travail ensemble, en fait. On a fait des produits totalement personnalisés, très aboutis. C'est pas juste on a mis un packaging et puis un autocollant en disant bon voilà c'est bon. C'était quoi le processus en fait de développement ? Je parle pas du développement de notre côté Incubox, mais de votre côté pour développer ces produits justement. Vous êtes parti d'une base. Est-ce que c'est un produit que vous avez amélioré ou alors c'est un produit qui a été totalement pensé de A à Z ? En fait, on a pris l'idée du produit qu'on vendait à la base. Ouais. Et en partant de c'est compliqué on a tout changé. En fait, on a pris l'essence, support et le concept. Voilà, le concept. Et après, on est parti de rien et on a créé. C'est-à-dire qu'on a modifié la taille, le contenu, pour que ça corresponde vraiment à ce que les enfants apprennent en France. Donc, en dehors du fait que le produit c'est le même dans le sens où c'est le même type de produit. Donc c'est ça. J'ai failli m'abîmer. Les deux produits n'ont absolument plus rien à voir. Ouais. Oui, c'est-à-dire que ça aussi c'est trop en dire, mais j'ai dû me renseigner, enfin on a dû se renseigner sur ce que les enfants apprennent, dans quel ordre, dans quel sens, etc. Pour proposer un produit qui soit complet, cohérent. Vous êtes formé en fait à l'utilisation du produit et à ce qu'il doit délivrer. Quoi. Et encore maintenant pour les prochains produits, là pour le produit qui est sorti, pareil, je me suis renseignée. En fait, on n'a pas envie de faire quelque chose à moitié fait. Ouais. Toi, tu fais beaucoup de recherches pour qu'on ait quelque chose, le produit le plus pointu et le plus juste possible. Et puis, si on me pose des questions, je sais répondre aux questions de pourquoi ça, pourquoi si. Je trouve ça important de s'investir, surtout là-dedans, c'est quand même les enfants. Ouais. Pas leur donner n'importe quoi. Bien sûr. On fait une comparaison, c'est si tu vends demain des huiles essentielles, il faut que tu deviennes doué en huiles essentielles, sur quels sont les bienfaits, quelle combinaison possible, quelle application, enfin tout ça. Quoi. Moi, j'aurais du mal à vendre d'ailleurs. Au début, quand on a commencé et qu'on faisait de la beauté, c'était tout ce qui était crème, tous les trucs vraiment qui rentrent dans la peau. J'avais dit non, je suis pas trop à l'aise avec ça parce qu'on s'y connaît pas et je sais pas de quoi est fait la crème ou est-ce qu'elle est vraiment faite par. On peut pas prendre le risque de vendre un produit fabriqué en Chine sans savoir ce qu'il y a dedans. Oui. Oui, nous ça nous inquiète et ça c'est mon côté très inquiet et stressé. Et du coup, et puis c'est même pour moi pour nous c'est du bon sens que de oui. Bien sûr. Donc oui, on a tout fait de A à Z. En s'aidant de quelqu'un pour le design, etc. Mais tout ce qui est
Et vous avez il me semble, j'ai peut-être mal compris, vous avez déjà également des liens avec des systèmes éducatifs, des écoles ou des choses comme ça, ou alors absolument pas. J'ai inventé tout ça, j'ai rêvé ça. Non. Notre produit se trouve dans quelques écoles. D'accord. Quand même. Donc, il y a une Mais présence, c'est parce que ces écoles-là nous ont approchés. On n'a pas fait de démarchage particulier. C'est intéressant déjà ça. Oui. Des écoles vous ont vu, ont trouvé le produit suffisamment intéressant alors que eux-mêmes ont tous les outils normalement nécessaires et se sont dit tiens c'est vachement intéressant, on va les contacter. un petit green flag B2B en fait. Ouais. Exactement. On a eu 2 green flags B2B dont on parlera en off volontiers, mais pas sur le podcast, qui ajoutent au fait que clairement on est sur la bonne voie, quoi. Autant que les bons commentaires sous les premières vidéos. On a ce même ressenti. Il y a ce truc-là qui est important aussi à souligner, c'est qu'effectivement, par exemple, faire du chiffre d'affaires, même si vous n'arrivez pas encore à dégager une rémunération de ça, faire du chiffre d'affaires, c'est crédible pour après aller attaquer les marchés B2B et aller positionner sa marque dans la vente physique, etc. Et on a des exemples de marques qui en fait ont fait 2 ans, 3 ans de e-commerce, donc de la croissance, sans avoir de réel profit, mais qui derrière ont eu les portes ouvertes pour des grands distributeurs. Et puis après, voilà, c'est l'herbe vers l'or directement dès qu'il y a ces démarches-là. Donc c'est important aussi dans la vision, effectivement, de voir que ça peut découler là-dessus. Exactement. On a une vision très large qui ne se limite pas du tout à notre produit, ni même aux écoles. On aimerait occuper tout l'espace en ce qui concerne l'éducation des enfants. Et du coup, c'est quoi votre plan de développement ? Vous avez un plan sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, vous avez déjà réfléchi en fait, ou simplement pour l'instant vous allez augmenter la gamme des produits, voir un peu comment ces produits répondent entre guillemets au marché. Pas de business plan, parce que pour moi ça s'adresse aux banques et aux investisseurs. Aujourd'hui c'est vraiment pas notre démarche. Mais oui, c'est augmenter notre catalogue. Je pense que c'est l'un des axes à améliorer. L'un des axes principaux à améliorer, puisque le problème de notre produit, c'est qu'on n'a pas de récurrence client. Donc, ça impacte la rentabilité sur le long terme, et puis même la valeur d'une marque, tout simplement. Donc, le but, ce serait que nos premiers clients, qu'on a eu du mal à acquérir, restent chez nous, et qu'on puisse les accompagner sur plusieurs années. Donc, développer le catalogue, et ensuite développer les canaux d'acquisition. Aujourd'hui, 99%, c'est Facebook Ads, mais un peu de Google, oui, mais il y a beaucoup d'autres possibilités. On a un orteil dedans, le but c'est d'enfoncer les portes. Pourquoi ce choix, ou alors qu'est-ce qui fait que vous êtes à 99% sur Facebook et 1% sur Google, alors que vous aviez commencé le e-commerce par Google? Vous avez essayé, ça n'a pas marché, enfin, quelle est la situation par rapport à ça? Non, en fait on a complètement transitionné de Google à Facebook pour ne plus être limité par le nombre de recherches des mots-clés sur Google, tout en changeant de produit. Donc vraiment, on avait notre première expérience e-commerce, on s'est dit on change complètement, on teste autre chose. Ça nous permettait aussi d'apprendre d'autres choses. Et aujourd'hui, notre produit, il n'est pas très recherché sur Google. Donc on a quelques campagnes qui viennent en complément, histoire de récupérer les quelques clients qui vont taper le nom de notre produit ou de notre marque sur Google, histoire qu'on soit en première page avec des annonces. On n'a pas beaucoup de budget sur Google. Mais concrètement, si on coupait Facebook et qu'on laissait que Google, on n'aurait plus rien. Je pense qu'en termes de revenus, il n'y a clairement pas assez de mots-clés, de recherche des mots-clés. Vous n'avez pas des concurrents dans votre thématique sur lesquels vous faites des campagnes agressives, des positionnements sur le nom de marque des concurrents? Non, pas encore. Mais c'est pas bête. Justement, c'est l'une des solutions Google pour les marques qui n'ont pas de volume de recherche sur des mots-clés intéressants. C'est de se dire, je sais pas, si demain un concurrent à vous c'est Jouet Club, je sais n'importe quoi, mais c'est dire sur Jouet Club une annonce de votre marque. Ok. Faut vérifier au niveau RGPD, tout ça est un peu complexe, mais mais ça marche bien. Tout le monde le fait. Ça marche très très bien. Et en fait, tu capitalises sur une intention. Si jamais c'est un concurrent réel qui vend des produits similaires, s'il y a 3000 recherches par mois sur ce truc-là, c'est vraiment 3000 prospects à vous. Et le but, c'est vraiment de les capter sur un malentendu, quoi. Et les coûts d'impression sont souvent pas chers, parce qu'en fait, c'est pas des mots-clés qui sont souvent recherchés, pas beaucoup d'annonceurs. Et donc, les campagnes agressives comme ça, effectivement, ça marche bien. Ok. Pour le coup, c'est vrai qu'on ne le savait même pas, ça. Oui, c'est vrai. Et on en parlera tout à l'heure. J'ai pris un stylo, je prendrai Alors maintenant que vous avez un peu de bouteille finalement dans le e-commerce, c'est quoi à votre avis les compétences clés pour réussir en e-commerce? Alors je sais que vous êtes
Alors, est-ce qu'on peut dire que vous avez réussi en e-commerce? Moi, je pense que oui, même si on va dire au jour d'aujourd'hui, vous ne vous versez pas encore de salaire, mais je pense que c'est déjà une première étape de réussite qui est primordiale. Ok. Vous savez, moi, j'aime bien voir la vie comme une échelle avec des barreaux qui sont plus ou moins hauts, et le premier barreau, c'est toujours le plus haut, le plus difficile, et vous êtes largement dessus aujourd'hui. Ouais, c'est déjà le top 1% des e-commerçants en fait. Bah, voilà, c'est donc, juste clairement. qu'il y a un mensonge sociétal sur le fait que en fait, les e-commerçants se payent. Non, c'est pas vrai. Les e-commerçants se payent pas. Enfin, la grande majorité Du moins au se paye début, pas. non, c'est clair. Au début, voilà. Mm. Donc c'est déjà dans le 1% des e-commerçants les plus successful. Alors, c'est quoi cette compétence qui peut être game changer justement pour la réussite d'un Ouais. projet e-commerce? La consistance. J'ai pas Ouais, le- pour moi, ça va pas être des compétences pratiques Ouais. qu'on met en application devant son ordinateur, mais ça va être la détermination, la résilience et la consistance. Tu n'arrêtes jamais, tu continues. Il vaut mieux faire un peu tous les jours plutôt qu'une grosse journée par semaine. Comme ça, c'est très compliqué de mettre la locomotive en marche, mais une fois qu'elle est lancée, elle est lancée. Et c'est compliqué de l'arrêter. Donc, Complètement d'accord. la Et détermination. trouver aussi une bonne raison de faire les choses. Parce que Ouais, une motivation. commencer en se disant c'est parce que je vais devenir millionnaire, là il faut laisser tomber, c'est pas ça, il faut trouver une vraie raison de le faire parce que sinon tu t'arrêtes rapidement, tu laisses tomber, tu passes à autre chose quoi, parce que... Ouais, je suis d'accord. Après, il y a des compétences plus pratiques à avoir. C'est vraiment avoir un œil quand même sur les images produits, les créas, la mise en page, la création de être sites. débrouillard. Ça, c'est... Ouais. Mais ça vient après, je pense. Il y a quand même du coup ce qui ressort en premier, c'est la créa. Moi, je le dis Oui, sur chaque oui, podcast. oui. Tu vois, dès qu'on parle de compétences techniques importantes, la créa, donc la capacité à créer du contenu vidéo et images, effectivement, pour valoriser le produit et pour le promouvoir, il n'y a pas le choix. C'est la technique en e-commerce aujourd'hui, c'est la Je compétence. pense qu'il faut avoir un peu un œil esthétique, design, c'est savoir ce qui peut plaire. Enfin, je sais pas si c'est donné à tout le monde de... Ouais, après, ça, c'est des trucs qu'on peut déléguer, mais Oui, c'est vrai. Mais bon, quand quand on tu est débutes, le business le budget, owner, faut se- c'est vraiment le fait de savoir prendre des coups, de ne pas s'arrêter et d'être motivé au début, mais surtout déterminé. Ce que m'avait dit pour les créas, c'est ce que m'avait dit aussi Christophe de Gigi Skin. Ça m'avait marqué. Tu étais là d'ailleurs quand on avait été les voir dans le sud. Il avait dit j'ai jamais imaginé en mettant les pieds dans l'e-commerce que j'allais en fait être à la tête d'un studio de production vidéo. Ouais. Il dit finalement c'est ça mon boulot aujourd'hui. Je suis un producteur de vidéos. Ouais, Et tu c'est nous l'avais marrant. dit et ça Ouais. nous a marqué. Mais c'est vrai, mais moi je le répète souvent parce que c'est vrai que ça m'avait marqué aussi en me disant mais oui aujourd'hui c'est ça quoi. Ouais. Donc vous avez vraiment les atouts premiers en termes de compétences hors e-commerce pour réussir en e-commerce par rapport à ça. Oui, c'est vrai qu'on part avec quelques armes déjà que Ouais, tout le clairement. monde Oui, n'a là, pas. on a de la chance Donc, là-dessus. ça, on en est conscient. Est-ce que vous avez des conseils alors pour repartir sur le couple vous allez dire je suis obsédé par ça mais non mais c'est vrai que c'est intéressant. Est-ce que vous avez des conseils justement pour les gens qui voudraient se lancer en couple, pas forcément en e-commerce d'ailleurs, dans un business. On a reçu l'autre jour malheureusement sa copine n'est pas venue, Sofiane, qui avait lancé une conciergerie pour logement sur Airbnb, et il a fait ça aussi en couple, mais comme sa compagne elle était timide, elle n'a pas voulu venir, donc finalement on n'a pas eu les réponses qu'on voulait. Mais quels conseils vous donneriez justement en se lançant en couple, comme ça dans un business? Moi, je pense qu'il faut Bien se connaître. bien se connaître et il faut vouloir aller au même endroit. Avoir la même vision. Je pense que c'est important parce que si on n'avait pas la même vision, on prend un chemin ensemble, mais qui va finir par... Si moi, mon but, c'était de créer un site, le revendre, en créer un autre et le revendre pour faire 3 sous par-ci par-là, et toi, l'objectif, c'est de créer une grosse marque pérenne sur le long terme, ben, ça bloque. Donc, on a la même vision, aussi bien sur comment développer notre marque que est-ce qu'on reste en France, est-ce qu'on déménage. On est d'accord sur tout. Je pense qu'il faut être très équilibré. Et tu peux pas faire ça en te lançant avec quelqu'un que tu connais depuis 3 mois, quoi. Non, bien sûr. Ce serait une mauvaise idée. Mais oui, il faut beaucoup se parler, je pense. Accepter parfois que l'autre il soit pas trop d'accord pendant 1 an ou 2. Et oui, être patient, être à l'écoute et aligné, avoir les mêmes valeurs, quoi, parce que Finalement, c'est ce que tu disais tout à l'heure quand on parlait d'enfant, c'est un enfant en fait. C'est-à-dire que on dit, enfin, il y a parfois des gens qui pensent quand le couple va pas très bien, on va avoir un bébé, ça va tout arranger. Au contraire, le couple explose totalement parce que ça demande tellement de responsabilité, de fatigue, parce qu'un enfant ça fatigue énormément. Et je trouve que le parallèle est tout à fait exact.
Et même après, les questions qu'on peut avoir sur l'éducation, on n'est pas d'accord, etc., comment l'enfant évolue. Et c'est tout à fait un parallèle intéressant, en fait. C'est un enfant, en fait, une entreprise qu'on monte ensemble. Ah oui. Et c'est vrai que je déconseillerais à un couple pas solide ou qui pourrait avoir quelques problèmes de lancer un projet commun pour essayer d'arranger les choses. Pour moi, c'est pas la solution. Ça va péter. Ouais. Non, Ça va diviser encore plus. C'est tellement stressant et de responsabilité que à la moindre vague, ça marchera pas, quoi. À contrario de la première question que j'ai posée lors du commencement du podcast, quel a été le meilleur conseil qu'on a pu vous donner? Est-ce que vous avez en tête, du moins, quelqu'un qui vous a dit un conseil qui a tout changé? Ou pas? Le formateur, j'ai oublié son prénom, mais en 2021, semblait avoir été très important. Ah si, oui. Yasser? Ouais, du coup, Yasser, ça oui. m'est venu. T'as un conseil de Yasser en tête? Bah, bien sûr, Yasser, la première chose qu'il nous a dite, c'est fixez-vous un objectif et découpez-le en années, mois, semaines. Et ça, je trouve que personne nous le dit, en fait. Et pourtant, c'est évident et logique quand on nous le dit. Mais à l'école, on nous le dit pas, à la fac, on nous le dit pas. Et en fait, quand tu as un objectif et que tu te mets à le découper, en fait, c'est vraiment beaucoup plus facile de se rendre... T'as de la clarté, en fait. Mais clairement, tu vois le pic tout là-haut et tu te dis, comment je vais faire pour atteindre ce truc? Non, en fait, tu fais une marche, puis une marche, puis une marche. Tu te rappelles pas, il nous avait dit... tu lui avais dit, le chemin est super long et laborieux, j'ai l'impression d'être sur un vélo en galère. Il a dit, vous inquiétez pas, je suis vos roues ou quelque chose comme ça. Ah oui, peut-être. Très fort. Et on s'est dit, ah ouais, c'est en fait, il faut vraiment découper tes objectifs et les garder en vue. Et c'est comme ça que tu avances et que tu y arrives. Et ça, vraiment, ça nous a beaucoup aidé, je trouve. Ça fait écho à la vidéo d'Inoxtag, le documentaire. Ouais, c'est ça, exactement. C'est l'image que j'ai eue quand je me suis... Ouais, non, mais c'est vrai. Moi, je pensais à ça pas plus tard qu'hier soir sur un truc tout autre. J'étais en train de courir parce que je déteste courir et je me mets un peu à courir, machin, et je cours sur un hippodrome. Donc en fait, quand il n'y a pas de course, en fait, on peut courir dessus et c'est grand, ça fait 1,8 km. Et je me disais ça en courant, je me dis, mais en fait, pourquoi j'arrive à courir plus que je pense courir? Au départ, je me dis, je vais faire 3 tours, je vais faire 4 tours. Mais en fait, quand j'ai fait ces 3 tours d'objectifs, je me dis, tiens, je me mets des repères en fait sur l'hippodrome. Je me dis, non, mais je vais courir jusqu'à ce repère-là. Et quand j'arrive à ce repère-là, en fait, je peux encore courir jusqu'à un autre repère. Et alors que si je me disais, je vais encore refaire un tour, non, j'ai pas envie, hein, c'est trop. Et en fait, si je découpe cet objectif en fait en petits points de repère comme ça, auquel j'y vais, non mais je peux encore en faire un, et bizarrement j'avance vachement mieux et voilà, je vais au bout de l'objectif final, alors que si on me disait d'entrée de jeu tu vas faire 5 tours, 5 tours, non, c'est pas possible. Ouais, c'est plus digeste. C'est plus digeste en fait. Ouais. Et ça me fait penser au coaching sportif qu'on avait pris avec Alex Levent. Le but c'est de réussir à atteindre des objectifs premiers très rapidement. Donc pour nous, ça s'est passé par une monodiète de pommes pendant 3 jours. Donc c'est long, mais au bout de 3 jours, on a déjà quelques résultats parce qu'on perd un peu de poids. Et puis après, les résultats, les objectifs d'après arrivent un peu plus tard, mais ça marche bien. C'est des cercles vertueux en fait. Ouais. Puis c'est de la récompense directe. Tu fais ok, ça fonctionne, et du coup, tu as suffisamment d'énergie et de croyance pour continuer à aller dans cette direction, vu que tu as déjà effectivement récolté les premiers fruits. Comme on débloque ce premier succès, on se dit j'ai hâte d'avoir le second, il est pas si loin, donc j'y vais, ainsi de suite, comme sur l'hippodrome. Donc, et en fait, c'est pour tout, hein. Même les objectifs personnels, c'est plus facile à mettre en place comme ça et à garder le cap, du coup. Parce que quand on faisait de la photo et de la vidéo, on démarchait des agences immobilières pour faire des vidéos de biens immobiliers. Et en fait, on n'avait pas vraiment d'objectif. Non. Et donc, on y allait, mais comme ça aurait jamais marché, je pense, en continuant comme ça. C'était l'enfer de refaire ça. Ouais, c'était très chaud. Et vraiment, en fait, si on avait eu un objectif, je pense que ça aurait pu marcher. Mais sans ça, ça me faut un plan. De toute façon, c'est chiant. En fait, c'est super chiant parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie. On a envie de passer à l'action, on a envie d'avancer, on a envie de faire son truc. Mais il faut réussir à se dire non, attendez, on se pose, on fait un plan. Un plan. Faut se mettre des objectifs, des étapes, etc. C'est important. Je pense qu'on mûrit vachement en fait quand on applique ça en fait. On part pas tête baissée. C'est la meilleure façon de se planter en fait. Quand on met un plan, ça structure complètement. Et donc c'est vrai que c'était un excellent conseil. Moi j'en ai 2 autres en tête. On en a parlé tout à l'heure, mais n'abandonne jamais. C'est tout bête, mais c'est du mindset là. On est vraiment sur. Ouais. Alors pour moi ça marche très bien. Un autre conseil qui nous a été donné, c'était de lire des livres. Et pour le coup, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel. Je pense que vous aussi.
incroyable. L'effet cumulé. Ah ouais. oui. Ouais, l'effet cumulé. Ouais. C'est top. Atomic Rabbit ou non, c'est pas ça? Non, c'est. Non, c'est The Compound Effect. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Ok. Attends, j'ai. Dan Hardy. Darren Hardy. Et tout n'est pas intéressant dans ces livres, mais il va y avoir Toujours une quelque phrase, une expression, une métaphore. Qui fait. Sur l'autoroute du millionnaire, c'est t'es sur l'autoroute, il y a des dodanes. Mais tes dodanes ne te ralentiront pas. Enfin, ils te ralentissent un tout petit peu, mais ils t'empêchent pas d'aller au bout. Ouais. Et c'est tout bête, mais moi, il y a plein d'images comme ça qui ont beaucoup marché et qui font que. Bah voilà, là, on a une difficulté aujourd'hui ou ce mois-ci, c'est un dodan. C'est pas grave. Et l'effet cumulé, oui, c'est très important. Dans la vie de tous les jours, dans la vie perso, dans la vie boulot. Ouais. Et quand tu prends conscience de ça, tu avances plus vite et mieux. Tu te dis, tous tes choix ont des conséquences, et ben c'est de ta faute, quoi. Enfin, il y a des trucs très graves qui peuvent arriver, mais à un moment donné, tu as pris ce chemin, et quand tu es OK avec ça, mais en fait, c'est un peu plus simple la vie. Tu subis pas ta vie, tu es acteur. Tu te dis, ok, ça je l'ai mal fait. À l'époque, j'ai fait confiance à telle personne, j'aurais pas dû. Et ouais, puis tu prends du recul sur certaines choses et tu comprends pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc tu peux corriger le tir quand c'est quelque chose d'actualité. Et ça te fait aussi prendre conscience que rien n'est impossible. Ouais. Et moi, ah non, mais ça, tu n'y arriveras pas. Je supporte pas cette phrase. Mais si, en fait. Plus tu me le dis, plus ça m'énerve et plus je vais avoir envie de le faire. C'est clair. C'est excellent. C'est clair. C'est ce qui différencie les gens qui réussissent de ceux qui ne réussissent pas en général. C'est ceux qui se mettent des limites et qui se disent ouais, mais bon, on ne va pas non plus rêver. Si c'était aussi simple, tout le monde l'a déjà fait. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil, quoi. Ah oui, cette phrase est horrible. Aujourd'hui, on a encore plein de barrières qui sont complètement fausses. Enfin, c'est des fausses croyances, on en a encore plein. Mais comme on sait que c'est des fausses croyances, il suffit juste, entre guillemets, de se dire là, j'ai encore l'impression que c'est impossible. Mais en fait, c'est moi qui m'empêche de rêver un peu plus haut. Donc, on finira par passer au-dessus. Mais parce qu'on sait que les barrières n'existent pas vraiment, quoi. Ouais, j'ai vu également, donc, puisque je vous suis un peu sur les réseaux, le sport est super important en fait dans votre, je pense aussi votre démarche entrepreneuriale et la vie de tous les jours. Énormément de vélo, tu disais tout à l'heure, passion. Toi, je te vois faire des fois tes exercices je t'ai vu faire un exercice de respiration. Je sais plus ce que tu faisais. Tu étais en train de souffrir là. Où tu à la faisais... maison, je sais pas ce que je faisais. Je pense que tu faisais des exercices très cardio et du coup la conséquence c'est que t'es rouge tomate et t'étais totalement t'arrivais plus à respirer. Enfin, je vois que toi tu fais un peu de kettlebell aussi, des choses comme ça. Donc c'est aussi très important aussi d'avoir cette hygiène de vie, j'imagine. Pour vous. Je pense qu'un corps sain n'amène que des bonnes choses, donc des bonnes décisions aussi bien dans la vie perso que dans le boulot. Et puis c'est tout bête, mais quand tu commences ta journée, alors je commence pas toutes mes journées en faisant du sport, mais quand t'attaques sur l'ordi à 8h30 ou 9h et que t'as fait ton heure de sport avant, t'es pas du tout dans le même état d'esprit que quand tu te lèves un peu la tête dans le pâté et que tu te mets tout de suite devant les écrans. Donc, oui, puis c'est important de se sentir bien dans sa tête. Et ça passe par faire du sport en fait. Donc oui, c'est important. Ça permet d'extérioriser, de penser à d'autres choses, d'avoir un moment seul aussi. Et ça te permet. Moi, il y a plein de fois où j'ai pas envie de faire ma séance de sport et je me force et je me dis mais en fait il faut que tu la fasses et t'obliger comme ça à faire des choses que t'as pas forcément envie de faire. Ouais, c'est intéressant. Ça t'aide beaucoup dans le business. Je suis d'accord. C'est toujours commencer en fait, parce qu'en fait, moi c'est pareil dans le sport, je déteste commencer. Quand tu sais, tu arrives à l'heure, tu dis je vais faire ma séance à telle heure. Quand l'heure arrive, 5 minutes avant, putain, j'ai pas envie. Et tu te forces à le faire. Donc effectivement, cette notion d'effort et de discipline. Et quand tu commences, en fait, t'es bien une fois que t'es dedans. Mais c'est vraiment les 2 premières minutes qui sont chiantes. Et c'est comme ça pour beaucoup de choses en fait. Même le boulot. C'est vrai que quand des fois tu vas te dire, par exemple, il faut travailler sur une fiche produit, il faut travailler sur un truc qui va demander un peu de réflexion, t'as pas envie, etc. Tu sais que c'est chiant. Mais une fois que t'es dedans, tu dépasses la première minute ou les 2 premières minutes. Et après, c'est bon. Après, ça passe, quoi. Et ça, c'est impressionnant comme c'est puissant, quoi. Une fois que tu as lancé le truc... et là, limite, tu t'arrêtes plus, quoi. C'est parti pour des heures. Dans le sport, moi, j'aime bien le truc de première victoire de la journée aussi. C'est ce truc de... Je commence ma journée toujours par la séance. Et en fait, elle a déjà fonctionné, cette journée. De fait, c'est un peu ce truc de, en fait, peu importe ce qui va se passer après, tu as déjà fait ce qu'il faut pour que la journée soit un succès. Et ça va mieux appréhender les galères de la journée qui suivent. Ou si tu as des trucs sur lesquels tu n'arrives pas, tu fais, on essaiera demain, on va trouver une solution. Enfin, en tout cas, il y a ce truc de on commence bien. On commence bien, ça c'est fait. Tu peux choisir comment commence ta journée et comment se termine ta journée. Et ça, c'est super important parce que du coup, tu la commences bien, tu la finis bien. Au milieu, s'il y a des galères, ça peut passer, quoi. Ouais, tout à fait.
Si votre site vous rapporte, admettons, dans 2-3 ans, des millions d'euros, c'est quoi vos rêves et vos objectifs, du coup? Construire des écoles. Ah ouais. Je me suis réveillé un matin, j'ai vu construire une école. C'est beau. Trop bien. Et à ce moment-là, je me dis, ah oui, ça va bien plus loin que le e-commerce, en fait, ce qu'on est en train de lancer. Donc, c'est pas le seul rêve, hein, évidemment, mais Il y a aussi les cocktails à bord de plage, on est d'accord. Évidemment, oui. bien sûr. Oui, hein, je pense pas. C'était pour être sûr. Hein. Si Non, demain on gagnait des millions avec notre site internet, on s'en servirait pour remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, déjà, je pense. Donc, nos parents, nos proches. Pour se faire plaisir, je pense qu'on fera un beau voyage. Oui, on méritera un peu, je pense. Ouais. Et on construira des écoles. Ouais. En faire des trucs qui ont du sens, en fait. Je crois que c'est important pour nous de faire quelque chose qui a du sens, qui a un impact sur les autres, mais un impact positif, quoi. C'est pas vrai, on va déménager à Dubaï et acheter des Lamborghini. Non, mais ça, c'est au milieu. C'est avant les écoles. Mais oui, se faire plaisir à nos proches. Ça me paraît tellement loin que je n'ai pas trop réfléchi à ça encore. Mais t'as déjà réfléchi, même en dehors du succès e-commerce. Tiens, si j'avais beaucoup d'argent, qu'est-ce que je ferais, tu vois, enfin, on y pense moi, un peu tous, quand même. C'est les réflexions que j'avais devant mon ordi quand je bossais à Paris et en voilà. faisant de la téléprospection. À l'époque, j'ai acheté une grosse voiture. J'allais voir mon meilleur pote avec pour lui faire la surprise. Et ensuite, j'allais chercher ma mère. Je l'emmenais devant une belle maison en lui disant bah, tiens, c'est ta voiture et ta maison. C'est très matériel. C'est matériel, mais c'est quand même dans la générosité, ceci dit. Oui. Tu vois, je pense que oui. Ouais, je pense qu'on ferait des trucs pour faire plaisir aux autres un peu. Parce qu'en fait, faire plaisir à notre famille et tout, ça nous ferait plaisir. Ouais, à donc nous. finalement, c'est de l'accomplissement personnel, de savoir que tu es en que capacité de distribuer du ça. bonheur et de la joie autour de toi. C'est un achievement. Ouais, c'est un des premiers trucs quand nos mères n'ont pas besoin qu'on leur offre une maison, mais ce serait les inviter en voyage, ce serait partager des moments en fait. Ouais. Se faire des souvenirs tous partager ensemble, cool. des moments, des expériences ensemble. Ça c'est trop bien. Un des premiers trucs qu'on a fait quand on a réussi à gagner un peu de sous, c'était inviter nos copains au resto, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai. Et puis on a d'abord invité nos amis à Bordeaux au resto, puis nos parents, enfin nos mères et nos frères et sœurs au restaurant aussi. C'était un petit geste, mais on était trop contents de pouvoir le faire. Ouais, on s'est dit, c'est symbolique, c'est fort. Oui, c'est ça. Montrer que ça y est, aujourd'hui le travail paye suffisamment pour pouvoir offrir ce genre de moments. Ouais. Donc on sait que c'est ça qu'on a envie de partager en fait. Voilà. Ok, bah écoutez, on va faire des connards de Dubaï, millionnaires. Il y a des gens sympas dans ce milieu aussi. Ça peut être un objectif. Hein. Non, mais j'avais eu une discussion avec Enzo Honoré, je sais pas si vous voyez qui c'est. Ça me parle. À Punta Cana, tu sais, on avait mangé ensemble. Je connais bien Enzo. Tu connais bien Enzo. En fait, je le connais bien sans le connaître. Ouais. Il sait pas trop, mais j'ai toujours gravité autour de ses entreprises et autour de son activité. J'ai été freelance en fait pour une de ces structures, mais je pense qu'il sait même pas que c'est moi. Alors ça s'appelle du stalking. Pas normal. Je le suis depuis 5 ans, Enzo. Non, mais c'est vrai, j'ai bossé comme. En fait, il y a une structure qui est assez tentaculaire, Enzo. Il a pas mal d'entreprises, etc. Et effectivement, quand moi j'étais à mes tout débuts, j'ai été freelance, chef de projet e-commerce au sein d'une de ces structures. Et je pense qu'il ne le sait pas, alors qu'aujourd'hui, il est un de mes clients sur certains business. Enfin, on parle de plein de trucs, mais je pense qu'il ne sait même pas que j'ai bossé pendant 3 ans comme exécutant pur et dur d'un de ses business. Sur lesquels je prenais 20% et lui, il prenait tout le reste. Et je lui ai fait gagner de l'argent, et réciproquement, mais je pense qu'il ne sait même pas que c'était moi à cette époque-là. Mais c'est possible. Bah, tu pourrais lui en parler, non? Oui, non, mais il est très occupé, Enzo. Donc, on t'embrasse, hein. Non, mais bon, bref, tout ça pour dire il m'avait dit quelque chose qui m'avait fait tilter. Et donc, on nous avait invités, en fait, puisqu'il a été client, et il est à nouveau client d'ailleurs, parce qu'il l'était plus, après il est revenu chez Incubox. Il a beaucoup de boutiques en CEO, etc. Il promeut sa méthode Kraken, etc. Donc, bon, c'est une méthode de e-commerce basée sur du SEO, SEA. Et grosso modo, en fait, donc, on nous invite dans un super restaurant à Cap Cana, donc c'est la pointe de Punta Cana, c'est un lieu vraiment totalement privilégié, magnifique restaurant. Il nous a invités et tout. Très, très, très bon moment avec lui. Et en fait, en discutant, je me rendais compte que j'étais vraiment beaucoup en train de me justifier sur le pourquoi. Tu sais, le fameux oui, cherche ton why, pourquoi. Et parce qu'on était en 2021.
Incubox était déjà bien développé en 2021, mais pas autant qu'aujourd'hui, mais déjà pas mal. Et je lui disais oui, parce que j'aimerais vraiment qu'on soit les premiers en termes de bureau d'agent, parce que j'ai ceci, cela. Et puis tu sais, bon, c'est vrai que l'argent c'est important, j'aimerais aussi faire ceci, cela, machin. Mais je cherchais beaucoup de justifications. À chaque fois que j'avançais un argument pour dire que j'aimerais gagner beaucoup d'argent parce que ceci, parce que cela, je me justifiais beaucoup. Et à un moment, il me dit, mais tu peux être un connard, Romain, c'est ok, t'as le droit d'être un connard. Si tu veux être un connard, il n'y a pas de souci. Et depuis, je suis à fond. Non, mais en fait, j'ai compris. En fait, ça m'a fait bloquer, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire que t'as pas besoin de te justifier et quelque part, tu suis tes envies. Bah, à partir du moment où tu mérites, entre guillemets, l'argent que tu fais pas de mal aux autres en soi, ok, t'as pas besoin de te justifier. Si tu veux t'acheter une Lamborghini et te la péter, pète-la toi. Tu peux être un connard. Il n'y a pas de problème. Oui, tu as le droit de vouloir de l'argent et d'en faire plus ou moins ce que tu veux après. C'est un peu ça, quoi. Donc, voilà, donc ça m'a fait un peu débloquer, mais c'était important de le dire. Et, je suis d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi comme question, avant de passer aux dernières questions du jeu en oui et non, oui, on parlait de Thaïlande tout à l'heure. Ouais. D'expatriation potentielle, possible. Et c'est vrai qu'on en avait parlé déjà il y a un petit moment par téléphone. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous trône dans la tête aujourd'hui? Alors on a parlé de Thaïlande parce que c'est vrai que vous allez faire un voyage là-bas, voir un peu si ça. C'est le premier voyage que vous faites en Thaïlande Non, moi j'y suis allé, mais en 2012. Okay. Donc, j'imagine que ça a bien changé depuis. Mais moi, je suis jamais allé. Toi non. Je sais pas trop à quoi m'attendre. C'est nul. On veut tous y vivre, mais c'est toi qui nous l'as trop bien vendu, c'est pour ça. Mais c'est vraiment quand tu nous as parlé de la Thaïlande, on n'était pas catégorique, mais presque. Non, mais avant l'appel, c'était... Oui, on veut rester en France, près de nos proches, etc. Après le col, on s'est dit, enfin peut-être pas dans la minute qui suit, mais le lendemain, ça a trotté dans nos esprits. Et aujourd'hui, on va un mois en Thaïlande, clairement, pour voir à quoi pourrait ressembler la vie là-bas. Parce qu'on est conscient que pour la santé d'un business, en France, c'est possible, mais c'est difficile. C'est plus facile à l'étranger. Et donc voilà, on va explorer toutes les possibilités. Et tu as dit un truc qui vraiment nous a marqué, c'est qu'aujourd'hui on est jeunes, on a une trentaine d'années, on n'a plus de grands-parents, nos parents sont en bonne santé, on n'a pas d'enfants, on n'a absolument, pas absolument aucune attache, mais on n'a rien qui nous retient vraiment de très fondamental. J'ai entendu ce discours là, bizarrement. Bizarre, dit ça. Il est bon. Il a la même tirade pour tout le monde. Donc oui, ça... J'ai aucun intérêt. Je suis sûr que la Thaïlande ne me paye pas pour faire venir des expatriés. Non, mais leur fiscalité a un impact sur tes ventes aussi, Romain. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Plus ils ont de la croissance, plus t'en as. Donc. C'est vrai. Et j'ai bien compris ça très vite, moi. Mais maintenant, oui, on se pose des questions, quoi. Et on se pose plus que des questions puisqu'on a pris un billet d'avion, quoi. Oui, c'est vrai. On veut y répondre. Vous avez un parcours déjà prévu? J'imagine que Romain a dû vous aider sur le parcours. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, comme on se voyait, on s'est dit qu'on en discuterait aujourd'hui. Parcours prévu, non. On a demandé... On peut citer Quentin? Bien sûr. Alors, on a demandé à Quentin quels étaient les quartiers les plus sympas pour louer un appart. Je pense qu'on louera un appart dans une belle tour, histoire de profiter d'un complexe. Voilà, condominium avec salle de sport, piscine, machin. Ouais. Comme ça, vraiment, si demain on s'installe en Thaïlande, c'est le genre de logement qu'on aimerait avoir, donc autant l'expérimenter. Et je ne sais plus qui a dit ça, c'est Nicolas Crown, je crois, c'est en tout cas un Instagrammeur, qui a dit « Louez vos rêves avant de les acheter ». Tout à fait, je suis d'accord avec ça. Bien sûr. Donc, très parlant. Donc voilà, un appart sympa dans je ne sais plus quel quartier parce que j'ai pas retenu le nom. Je pense qu'on restera 80% du temps à Bangkok. Et en bougeant beaucoup, on va pas se rendre compte de la routine qu'on peut avoir. C'est ça, le but, c'est de se créer une routine et de travailler vraiment. Et de networker. Alors j'aime pas ce mot parce que moi je suis pas bon en plus, forcer le truc pour essayer de rencontrer du monde. J'aime bien quand ça se fait naturellement, comme aujourd'hui. Mais essayer de rencontrer du monde dans le même domaine que nous pour avoir... C'est un peu l'avantage. Mais c'est un peu l'avantage à l'étranger, c'est-à-dire que surtout dans des endroits très dynamiques comme Bangkok, comme Bali, même comme Dubaï finalement. Tout à fait. C'est-à-dire que tu rencontres très facilement des gens. Surtout si vous allez rencontrer principalement des Français qui sont installés là-bas.
Après, bon, il y a tout un tas d'autres gens que vous découvrirez dans un second temps, mais au début, vous allez d'abord vous adresser aux Français. Mais comme on est à l'étranger, en fait, il y a cette proximité qui fait que on est Français, c'est déjà beaucoup plus simple. Et la plupart des gens qui font du business ne sont pas avares de conseils, vont prendre vraiment du temps pour discuter avec vous, comme ils ne le feraient pas forcément ici. J'ai l'impression qu'on est plus décomplexé à l'étranger, que le complètement. dialogue est le plus simple. Toi, tu l'as vu aussi, hein, tu peux expliquer à Bali aussi, peut-être tes C'est à Bali, expériences. Alors moi, j'y suis allé 5 fois à Bali, presque tous les ans maintenant, et j'ai découvert l'année dernière les endroits de Bali où il y a tous les digital nomades. En fait, c'est Canggu et Ubud, et effectivement, pour les vacances, je déconseille, parce qu'en fait, ça ressemble trop, c'est un peu trop occidentalisé. Mais par contre, pour s'installer et du coup vivre à l'étranger, profiter de tous les avantages de l'étranger, tout en ayant en fait une salle de sport, un hôpital à côté et surtout des communautés francophones. J'ai vu dans les coworking, vraiment tu t'installes, tu bosses et tu crées du réseau de manière automatique. C'est une fois sur deux, tu as une conversation qui s'engage avec quelqu'un à côté. Encore plus quand tu es à deux dans les cowork, parce que du coup tu parles avec quelqu'un, tu parles français, et les gens autour qui sont français entendent que tu parles français, ils entendent que tu parles business, hop. D'un coup, ils ont pas peur de venir vous voir, etc. Et réciproquement. Et du coup, donc moi, je fais du e-commerce et j'ai une agence web. Et juste en étant 2 semaines là-bas, j'ai dû avoir, sans chercher, enfin juste en allant bosser dans des coworking, 4-5 prospects chauds intéressés par des services type création de site, lancement de pub. Et je me disais, ça va vite. Et des copains, j'en parle pas. Faire des copains qui sont justement un peu entrepreneurs, qui sont un peu dans cette même vibe et qui ont un mindset qui ressemble au mien. Je me dis, putain, mais c'est super facile, quoi. Là où en France, non, tu parles pas à ton voisin, quoi. Enfin, c'est bizarre. C'est mal vu de poser des questions, encore plus des questions liées à l'argent, aux revenus. Complètement. Là-bas, pas du tout. Tu peux afficher, tiens, t'as vu, j'ai acheté une Rolex. Dis donc, sympa. C'est pas du tout mal vu. Tu peux être un connard, dirait Enzo, tu peux, sans problème. Il y a ce côté communautarisme, en vrai, où tous les expats francophones veulent créer du lien et tout. Tout le monde est dans cette démarche-là. Donc, dès que tu rencontres quelqu'un qui est installé, après, il te présente tout le monde. Et vraiment, très rapidement, tu te dis, mais là, j'ai déjà un groupe d'amis, des gens qui sont artistes, des gens qui sont dans le business. Et très vite, tu te sens comme un poisson dans l'eau. Et moi, c'est un peu ce qui m'avait marqué, surtout à Bali. C'est ça, c'est ce truc où, en fait, même en voyage solo, en fait, t'es pas tout seul du tout. Très vite, t'as du contact. Ça nous manque beaucoup. Rencontrer du monde dans le même domaine pour pouvoir échanger. Et vous allez vraiment progresser beaucoup. En fait, c'est vrai, on progresse énormément au contact de gens plus évolué que vous dans un domaine. Ça peut être l'e-commerce, mais ça peut être aussi quelqu'un qui n'a rien à voir, mais qui fait un business et qui va vous donner des clés ou qui va vous faire rentrer dans un autre cercle, etc. Et vous allez rencontrer des e-commerçants et là, vous allez... Enfin, moi, j'ai pris des claques comme ça en rencontrant des gens sur place, des gens plus jeunes que moi, pas bien souvent d'ailleurs. C'est assez... C'est pour ça que Bangkok, j'adore Bangkok. Et si jamais je vais vivre en terre, on a de grandes chances que je sois à Bangkok. Mais pour autant, moi, je vous inviterai quand même à essayer au moins 2-3 endroits, parce que justement à Bangkok ça se fait sous networking, etc., mais c'est pas le plus évident parce que c'est très 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 grand. Alors que Koh Samui, tu as peut-être déjà dû l'évoquer, mais donc c'est une île où effectivement il y a aussi beaucoup de digital nomades, et là tu as beaucoup plus de contexte, de sorties et d'espaces où on peut aller bosser, où très facilement tu connectes avec d'autres gens. À Bangkok, malheureusement, on retombe aussi quand même un peu dans les travers des grandes villes où tu vas dans des cowork qui sont magnifiques et tout, pas cher, et donc c'est vraiment l'idéal. Mais vous êtes 300 dans le truc. Et du coup, il y a quand même moins de... Alors que le petit cowork à Koh Samui, vous êtes une 50aine et c'est déjà beaucoup plus convivial. Il y a beaucoup plus cet aspect, on va se parler. En plus, il y a cette ambiance, on va dire, avec la plage à côté, qui fait qu'il y a aussi un état d'esprit qui est différent, où les gens veulent se connecter. Alors voilà, il est 18h, maintenant qu'on a bossé tout l'après-midi, on dit pour que prenons un cocktail avec les 2 personnes avec qui on a discuté rapidement et voyons quel est leur business, qu'est-ce qu'ils font. Et chacun peut se donner de la valeur. À Koh Samui, par exemple, il y a un club d'entraînement de boxe thaï qui est assez connu, où tous les expats vont. Tu vas prendre un cours de boxe thaï là, à 18h, tu peux être certain que tous les gens qui sont là, tu as la moitié qui sont français déjà, et sur la moitié qui sont français, tu en as 4 ou 5 qui font du business, qui font de la bourse, qui sont dans l'immobilier, qui sont dans l'e-commerce, etc. Donc c'est pas mal non plus, effectivement, d'être dans un endroit un petit peu plus petit. Mais bon, les deux sont... Bangkok, en fait, c'est un truc d'initié. Soit vous avez des gens sur Bangkok que vous connaissez et en fait, vous allez les rencontrer, vous organisez une rencontre, un restaurant, etc. Et là, d'un coup, ils vous tendent la main vers tout le reste de la communauté. Mais quand tu es tout seul, nous, on a vu plein de gens, mais parce qu'on connaissait des gens sur place. En fait, ils nous ont fait rentrer dans le réseau et d'un coup, tu fais, ah ouais, ok, Bangkok, c'est super, il y a plein de gens. Mais solo, c'est tellement vaste
Tu sais pas trop où aller. pas trop où C'est aller. très très grand en fait. Oui, on s'est rendu compte que c'était immense. Bangkok, c'est pareil, c'est une ville. Alors, toi, tu connais, tu es déjà allé. Toi, tu connais pas. C'est le genre de ville aussi qui est énorme. C'est vraiment énorme. C'est pas Paris, c'est rien à côté. Ah oui. Et c'est-à-dire que quand tu arrives, tu vois, tu peux avoir un choc de rejet aussi, de dire putain, c'est tellement grand, toute la circulation, la pollution. Mais c'est une ville qui s'apprivoise. Enfin, moi, je sais, c'est une ville que j'adore, mais la première fois que j'ai mis les pieds à Bangkok, j'ai voulu me barrer. J'ai dit non, on va aller à Koh Samet, on va aller à Chiang Mai, je peux pas rester ici. Et c'est une ville qui est incroyable, qui offre énormément de choses, qui est extrêmement généreuse, qui a plein de petits coins cachés, plein de surprises, etc. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de l'apprécier, en fait. Il faut vraiment prendre le temps de l'apprécier. Et le mieux, c'est d'être, je pense, sur Sukhumvit, c'est d'avoir un appartement, un condominium. Il nous en a parlé quand Voilà, après, il y a différents quartiers aussi dans Sukhumvit qui sont plus ou moins sympas, mais de prendre un appartement avec tout le service. Voilà, c'est vraiment l'avantage de ce type de pays, c'est que c'est un pays de service. Comme je vous l'avais dit, c'est que tu es là, tu penses à ton boulot et tes loisirs, et le reste, t'oublies, quoi, grosso modo. Donc, il faut vraiment profiter des bonnes choses que Bangkok peut vous offrir pour accepter le reste, c'est-à-dire la pollution, le bruit, la chaleur, le machin, quoi. Ouais, mais non, on n'est pas fermé à l'idée. On pensait à Bangkok, puisqu'on pensait que c'était vraiment le centre névralgique. Mais une petite semaine à Koh Samui, ça serait pas mal. Tu vois. Ouais. Bon, enfin, on pourra en reparler en off, ça n'intéressera peut-être pas tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a pris un mois aussi, pour avoir pour avoir le temps de... Non, tout à fait, vous avez bien fait. Ouais. D'ailleurs, vous avez même... Alors, ça dépend après de vos impératifs, mais aujourd'hui, vous avez vu, il y a maintenant des... sans visa, vous pouvez passer 60 jours. Ok. Simplement. Oui, mais si je l'ai lu, avant de partir. On s'est dit, on commence par un mois. Ouais, c'est déjà bien. On y retournera. Ok, là, écoute, on va finir ce podcast, cet épisode, qui était vraiment intéressant, mais par le jeu des questions oui et non. Est-ce qu'on répond en même temps à la même question ? C'est ce que j'allais dire. Je pense, sinon, l'autre aura le temps de se préparer. Ok. L'autre aura le temps de se préparer si on fait un puis l'autre. Ouais. Donc, la question est posée, vous répondez. Vous répondez en même temps. D'accord, en même temps. C'est le truc du business, on n'est pas du tout d'accord. Première question. Alex est la tête pensante du duo. Oui. Non. Ça commence mal. Non. Ah, mais on n'a pas le droit d'argumenter. Non, vous ne pouvez pas argumenter, désolé. Voilà. Enfin, si à la fin vous aurez un joker, vous pouvez revenir sur une question. Ah, je sens que ça va être compliqué. Choisir. Avez-vous déjà pensé à saboter un concurrent ? Non. Pensez-vous que votre relation personnelle, j'entends, votre couple, pourrait survivre à l'échec de votre entreprise si celui-ci arrivait ? Oui. Est-ce que l'argent est votre seule motivation ? Non. Non. Vous avez déjà répondu à ça pas mal de fois. Avez-vous déjà, de manière générale, feint une amitié pour obtenir un avantage professionnel ? Non. Ah non. C'est la base. Normalement, je peux pas le blairer à la base. Moi, ça se voit sur ma tête quand Ouais. je vois les gens, alors C'est clair. ça marchera pas. Est-ce que mentir fait partie de votre stratégie de vente ? Non. Pareil, il y en a qui pourraient mettre en avant des arguments bidons. Je pense. Si je vous donne... Dis des noms. Si je vous donne maintenant 500 000 euros, est-ce que vous me revendriez votre marque avec un contrat qui stipule que vous ne pourriez plus jamais faire de e-commerce ? Non. 500 000 euros quand même. Réfléchissez. Je réfléchis pas En en dessous cash. de 3 Cash. 5 millions. Avez-vous déjà fait une promesse à un client, en SAV par exemple, en sachant que vous ne pourriez pas la tenir ? Non. Oh, ils sont honnêtes, les gens. C'est incroyable. Menteur. Est-ce que vous avez menti ? Oui. Estimez-vous vraiment que vos produits valent le prix auquel vous les vendez ? Oui. Ok, dernière question. Avez-vous déjà utilisé une idée que quelqu'un d'autre vous aurait confiée en privé ? Non. Enfin. Non, je crois pas. Non. La campagne agressive, allez-y, c'est cadeau. Ah oui, sur voilà. Google. Alors, oui, mais on reprendra. Il faudra nous reposer la question d'ici quelques semaines. Bon alors revenons sur la première question. Là. Oui, c'est la Parce seule que, sur parce que laquelle- vous n'étiez pas d'accord. C'est la seule où vous n'étiez pas d'accord. Pourquoi je serais la tête Bah, en pensante fait, j'ai pensé à l'élaboration de nos produits. Et c'est toi qui imagines tout ce qu'on met dedans. Oui, mais enfin, si on part du début, c'est toi qui avais décidé de faire du e-commerce, tu vois. Ouais. Donc, Mais bon, on lance tous les deux des idées. Donc, moi, j'ai pensé à la conception de produits beaucoup. Enfin, Oui. à ce qu'on fait aujourd'hui. ok. Effectivement, oui, au début, si j'avais pas eu l'idée, on ferait peut-être pas du e-commerce. On sait Voilà. pas. Oui, non, ça, voilà. c'est nuancé. Oui, après, pour ce qui est de ce qu'on fait actuellement,
Et des produits en eux-mêmes, oui, c'est moi qui fais les démarches pour la création, réfléchir, oui. Oui, puis c'est toi qui as les idées de nouveaux produits. Tu me cours d'ailleurs un peu derrière pour qu'on se pose et qu'on en discute. C'est vrai. Parce qu'on va toujours mieux faire. Voilà, donc finalement, c'est bien Alex. Ah ouais, bah, tu vois. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. En 2021, pendant quelques jours, c'était moi. pendant quelques jours. Ouais, le temps de te convaincre. Ok, écoutez, on va terminer là cet épisode de podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like, à partager cet épisode. Si vous nous écoutez sur podcast audio, n'hésitez pas à mettre également une bonne note et un avis, surtout sur Apple Podcast. C'est important pour nous aider si vous aimez ce qu'on fait. Et voilà. Écoutez, merci en tout cas Ben et Alex Merci d'être à vous. venus nous voir Merci, de Marseille. cool. Enfin, vous n'êtes pas venus que pour nous, en vérité, soyons honnêtes. Mais c'est vraiment sympa d'être passé à nous voir, nous faire le plaisir de nous accompagner sur cet épisode. Et on en a appris pas mal en fait aussi sur le parcours qui a été le vôtre. Et je pense sais que maintenant que pour être e-commerçant, il faut livrer des pizzas et faire de la téléprospection. Visiblement, c'est quelque chose. c'est la méthode miracle. Si vous avez fait les deux, Il y a des chances. persévérez. Il y a un bon signe. C'est un green flag. Vous allez avoir du succès en e-commerce. Merci bien, à très bientôt. Et puis bon retour sur Marseille à tous les deux. Bye bye, Merci. ciao. Bye bye. Bye bye. Bye.